Une voix ordonne à tout le monde de se mettre en formation de combat, soulignant la nécessité de vaincre un énorme monstre ce jour-là, coûte que coûte. L'un des combattants demande avec colère où est le monstre, seulement pour être averti par quelqu'un d'autre que le monstre est juste derrière lui. Le combattant se retourne sous le choc et la terreur. À un moment crucial, un autre combattant apparaît et transperce le monstre d'un coup d'épée décisif, tandis que le premier combattant, qui était en danger, et un autre compagnon regardent avec étonnement. Le premier combattant interpelle le nouveau venu comme s'il le connaissait, tandis qu'un elfe aux cheveux blancs semble également surpris par la présence du combattant, se demandant pourquoi il est venu ici. Une fois la bataille terminée, l'elfe parle au sauveur, exprimant sa profonde gratitude et disant qu'il ne sait pas comment le remercier. L'elfe s'excuse pour tout problème qu'il aurait pu causer par le passé et lui dit qu'il a sauvé sa vie et protégé la paix de leur tribu, lui assurant qu'il n'oubliera jamais cette bonté. Un message système apparaît, indiquant le premier succès du joueur, un étranger qui a gagné la confiance d'un elfe, lui accordant la libre circulation sur les territoires de la race. L'elfe ajoute que sa jeune sœur a également quelque chose à dire au combattant. Sa sœur s'avance et lui rappelle son offre précédente pour qu'il devienne son compagnon. Le personnage reçoit une autre première réalisation. Le titre ? Un étranger qui a gagné une elfe comme compagne, lui permettant d'utiliser l'équipement de la race elfe. La jeune elfe accepte sa requête, disant qu'elle aimerait ça aussi, puis ajoute hésitamment le mot. Et, la scène passe à une joyeuse cérémonie de mariage, où les jeunes mariés célèbrent au milieu des acclamations de la foule. Le combattant et la jeune elfe échangent des anneaux et s'embrassent. Une nouvelle notification de succès apparaît, annonçant que le joueur est le premier étranger à épouser une femme elfe. Mais une voix puissante interrompt soudainement la notification et ordonne qu'elle s'arrête. La scène change complètement pour montrer un homme debout sur une scène devant un public, leur disant qu'il a passé d'innombrables heures à réfléchir à la manière de présenter ce qu'il est sur le point de dire. L'homme annonce que le jeu n'est pas qu'un simple jeu, mais que tous les personnages qu'il contient sont équipés d'une intelligence artificielle qui leur permet de prendre leurs propres décisions et d'agir en fonction de leur propre personnalité, décrivant Ark comme un autre monde. Le public est stupéfait, et une personne demande si ce qu'il vient de voir était une vraie séquence de jeu. La présentation se poursuit en affirmant qu'Ark n'est pas seulement un jeu réaliste, mais que Purim Limited a créé un nouveau monde. Ceci a été réalisé grâce à l'application d'une intelligence artificielle supérieure, de laquelle est né un être divin, qui évalue elle-même les utilisateurs et peut leur accorder des capacités incroyables en fonction de leur réalisation. Le conférencier explique que quiconque reçoit une révélation du dieu d'Ar obtiendra des pouvoirs spéciaux et pourra devenir un héros. Ou même bâtir ses propres forces et régner en roi. En bref, les joueurs peuvent réaliser tout ce qui est possible dans la réalité, et même des choses impossibles peuvent être réalisées dans Ar. L'un des participants exprime son doute quant à la véracité de tout ce qui a été dit, mais décide qu'il veut absolument essayer le jeu en raison de son incroyable qualité. L'enthousiasme éclate parmi le public qui scande le nom de M. Lysigine et demande comment l'acheter et qu'ils veulent commencer immédiatement. Un commentaire apparaît expliquant qu'en l'an 2045, le jeu a été développé et la réaction à celui-ci a été retentissante car son impact ne s'est pas limité à l'industrie du jeu vidéo mais s'est étendu à changer la culture du monde entier. Son nombre d'utilisateurs a dépassé le milliard en un instant. Un an plus tard, un nouveau joueur se lève et exprime son étonnement, disant que le jeu est plus réaliste qu'il ne l'avait entendu. Un autre joueur exprime sa profonde admiration, notant que l'expérience ressemble à un véritable voyage à l'intérieur de la zone des débutants. Un joueur réalise que les capacités physiques d'une personne dans le monde réel sont reflétées à l'intérieur du jeu. Un joueur attire l'attention de son compagnon sur une scène devant eux, désignant un événement présent dans le jeu depuis son lancement, briser un mannequin en bois, et il est dit qu'1,2 milliard de personnes ont tenté de l'accomplir, mais elles ont toutes échoué. Il est dit parmi les joueurs que réussir le défi du mannequin en bois offre au vainqueur une capsule de jeu art très spéciale d'une valeur de 50 millions de wons, en plus d'une augmentation de 5 points dans toutes ses statistiques. Bien que la quête semble simple et ne nécessite que 10 coups, le nombre de challengers a récemment diminué. La raison en est que le consensus général considère ce défi impossible, surtout après l'échec d'une série de représentants sportifs nationaux, et même le héros médaillé d'or Anul n'a pas réussi à le briser. Pour cette raison, on a beaucoup parlé de ce défi, mais les joueurs restaient rassemblés sans qu'aucun d'eux n'essaie, car ils attendaient tous l'arrivée du véritable et dernier espoir de l'humanité. Soudain, une voix de la foule leur demanda de faire place, et un homme costaud nommé Medusak, décrit comme l'homme le plus fort parmi les humains, apparut, surprenant les spectateurs. Medusak regarda le mannequin en bois et fit remarquer que c'était le même que Anul n'avait pas réussi à briser. Sa taille était si immense que certains commentèrent qu'il ne semblait pas être de leur même race. Et des rumeurs se répandirent selon lesquelles il pouvait vaincre un ours à main nue. Sa silhouette gigantesque se tenait devant le mannequin en bois, le faisant paraître minuscule à côté de lui, amenant certains à spéculer qu'il pourrait réussir à le briser avant de compléter les 10 coups. Medusak annonça que la précieuse capsule serait sienne, puis porta un coup féroce au mannequin. La foule éclata en acclamations d'admiration après que le mannequin en bois eût été repoussé sur une grande distance par le coup, se demandant si un challenger réussirait enfin cette fois. Pendant ce temps, ailleurs, deux développeurs observaient la scène,
l'un d'eux exprimant l'espoir que Medusak réussirait afin que les appels à la protestation affluent cessent. Mais son collègue semblait inquiet, disant que si cet homme échouait également après annule, cela causerait probablement un énorme désordre. Son collègue expliqua que les titres des journaux du lendemain seraient remplis d'accusations contre l'entreprise pour avoir créé une quête impossible afin d'attirer l'attention et car est obsédé par le recrutement d'utilisateurs et la réalisation de profits. L'employé conclut que s'il échouait, cela signifierait qu'il devrait interférer avec le système AR, une action sans précédent. Sa collègue se demanda si le PDG accepterait cela, mais elle insista sur le fait que lui, en tant que chef d'équipe, devait y parvenir, menaçant de démissionner s'il n'y parvenait pas. De retour dans le jeu, un message apparut à l'écran. Quête échouée. Veuillez réessayer. Medusak était en état de choc. Incapable de croire qu'il avait échoué. Au bureau, le chef d'équipe mit sa main sur son visage, désespéré, disant qu'ils étaient dans le pétrin. Ses collègues suggérèrent de s'enfuir rapidement avant que l'appel à la protestation ne commence et l'invitèrent en plaisantant à dîner à ses frais. À ce moment-là, un autre employé les appela pour dire au chef d'équipe qu'un nouveau challenger se présentait. Le chef d'équipe demanda indifféremment s'il avait l'air de réussir, et l'employé fit remarquer que le nouveau challenger portait l'équipement de base qu'un joueur obtient en créant un personnage, et que son arme semblait provenir de la boutique d'argent, mais de nombreux joueurs qui s'étaient fiés à de tels outils avaient déjà échoué. L'employé s'excusa d'avoir dit quelque chose d'inutile, mais le chef d'équipe le rassura en disant que c'était bon, car lui aussi avait eu des moments d'espoir. Il décida alors d'aller dîner et de revenir plus tard. Mais alors qu'il se tournait pour partir, lui et son collègue entendirent un son fort et soudain qui les fit se demander avec étonnement d'où il venait. C'était le son du nouveau challenger assénant un coup dévastateur au mannequin en bois. Après quoi un message global apparut pour le féliciter. Les messages suivants annonçaient qu'il était le premier utilisateur à avoir réussi à détruire le mannequin en bois, et qu'il avait gagné 5 points pour toutes ses statistiques et 200 points de renommée. Le chef d'équipe et son collègue restèrent sous le choc, se demandant ce qui venait de se passer et qui pouvait bien être ce joueur talentueux, d'autant plus que Medusak avait été leur dernier espoir. Alors le chef d'équipe réalisa l'incroyable vérité. Ce héros était très probablement juste une personne ordinaire. Au bureau, le chef d'équipe stupéfait ordonna à sa collègue de rechercher le grade de l'épée qu'avait utilisé le challenger. L'employé lui dit que le résultat de la recherche était un peu étrange. À quoi le chef d'équipe répondit que c'était normal. Cela aurait été étrange si ce ne l'était pas. Elle révéla ensuite les détails, expliquant que l'épée, nommée, était de grade épique. Avec une puissance d'attaque de 143 et une durabilité complète, et avait une restriction d'utilisation nécessitant le niveau 40 ou plus, sans restriction pour son créateur, le chef d'équipe fut extrêmement choqué en apprenant que l'épée était épique. Et commença à s'interroger sur l'identité de cet homme mystérieux et sur sa véritable nature. La scène se déplace vers un rêve ou un souvenir où le tintement du métal résonne dans l'atelier d'un forgeron. Le protagoniste se souvient du feu ardent capable de lui faire perdre toute la sueur de son corps et voit une image de son père travaillant dur devant la fournaise. Dans le rêve, le jeune homme regarde ses mains fatiguées puis son père, lui disant qu'il est revenu. Le jeune homme étreint son père, jurant de le protéger. Mais le rêve se transforme rapidement en un horrible cauchemar. Le jeune homme retrouve son père entouré de flammes, criant à cause de la chaleur intense. Le fils hurle de terreur, suppliant son père de sortir du feu et l'exhortant à s'échapper. Le jeune homme se réveille soudainement, haletant et les larmes aux yeux, réalisant qu'il avait fait le même rêve à nouveau. La scène suivante se déroule dans le monde réel, plus précisément dans le hall d'un hôpital à Séoul, en Corée. Là, le jeune homme, nommé Kim Ji-hoon, pense ironiquement aux gens qui s'accrochent encore à l'espoir de briser le mannequin en bois, réalisant que la force physique seule ne suffit pas pour cela. Un ami l'interrompt, agacé, lui rappelant qu'il lui avait demandé de ne pas l'appeler pendant la journée. Kim Ji-hoon justifie son action en disant qu'il ne peut pas le rencontrer le soir à cause de son travail, et qu'il ne peut même pas entrer dans la chambre du père de Ji-hoon à l'hôpital. Son ami soupire et lui demande ce qu'il veut, et Kim Ji-hoon commande ses vêtements lourds et lui demande s'il n'a pas chaud. Son ami lui lance un regard menaçant et lui demande s'il veut mourir, ce à quoi Kim Ji-hoon s'excuse immédiatement. Ensuite, Kim Ji-hoon en vient au fait et demande à son ami s'il a entendu parler du jeu AR. Il explique que c'est le jeu le plus célèbre du moment et qu'il fonctionne avec une intelligence artificielle supérieure, puis lui parle d'un événement spécial pour les débutants dans le jeu. Il explique que personne n'a encore réussi cet événement. Même des célébrités éminentes ont échoué. Mais le prix de la réussite est une capsule de jeu VVIP d'une valeur de 50 millions de wons. Son ami répond froidement, se demandant à quoi bon essayer si 1 milliard de personnes ont déjà échoué, ajoutant qu'il ne joue pas aux jeux vidéo de toute façon. Kim Ji-hoon admet que ce sera difficile, mais affirme que ce n'est pas impossible, puis dit à son ami que lorsqu'il s'agit de briser ce mannequin en bois, il pourrait avoir une chance, ce qui rend son ami perplexe. Kim Ji-hoon emmène son ami dans un endroit avec des capsules de jeu, révélant qu'il lui a préparé une capsule de jeu AR standard d'une valeur de 10 millions de wons. Ce qui choque Ji-hoon. Son ami commente que le jeu est cher et pourtant 1 milliard de personnes y jouent, ce à quoi Kim Ji-hoon répond que cela vaut l'investissement. Il ajoute que si les choses se passent bien, les joueurs peuvent obtenir des récompenses incroyables et même échanger avec de l'argent réel, c'est pourquoi tout le monde s'y précipite. Kim Ji-hoon termine son explication et suggère qu'ils entrent,
révélant qu'il a lui-même un peu essayé le jeu. L'ami de Kim Ji-hoon demande d'où vient la coûteuse capsule de jeu, mais Kim Ji-hoon ignore la question et l'exhorte à réfléchir à l'argent qu'il pourrait gagner grâce à cela. Son ami en doute, se demandant s'il y a une garantie de profit et qualifiant l'idée de son ami de folle. Kim Ji-hoon défend son idée avec enthousiasme, insistant sur le fait que c'est un investissement et que Ji-hoon a une réelle chance. Son ami exige qu'il explique le fondement de cette prétendue opportunité. Kim Ji-hoon révèle le secret de sa confiance, l'existence de la classe de forgeron dans le jeu art. Il s'adresse ensuite à son ami en l'appelant Kang Yinso, révélant sa véritable identité en tant que fils unique d'un maître artisan de renommée mondiale et son seul héritier. Kim Ji-hoon se demande comment un mannequin en bois pourrait poser un défi à quelqu'un possédant les compétences de Yinso. Yinso retire son chapeau, révélant des cicatrices sur son visage, et dit à son ami qu'il n'a jamais vu son véritable état depuis l'accident. Il dit que c'est sa situation actuelle, admettant qu'il n'est pas en état d'essayer quoi que ce soit. Des souvenirs passés montrent l'horrible accident, qui était un incendie massif. Yinso se souvient avoir couru à travers les flammes, criant le nom de son père, essayant de le réveiller et de le sauver de l'incendie. Yinso raconte comment cet accident lui a tout pris. Il a à peine survécu, mais son père n'a jamais repris connaissance. Et sa famille était trop pauvre pour couvrir ses frais médicaux exorbitants. Yinso a été contraint de travailler dans des emplois manuels pénibles. Après avoir passé 10 ans dans les pas de son père, il se souvient du marteau qu'il utilisait pour forger d'innombrables métaux. Mais même ce travail est maintenant devenu une chose du passé, quelque chose qu'il ne peut plus faire. Yinso explique à son ami que depuis l'accident, il est incapable d'utiliser la force de son bras droit, rendant le travail manuel difficile, sans parler du métier de forgeron. Il lui dit qu'il s'occupera de ses propres problèmes, mais apprécie sa tentative d'aide. Il lui demande ensuite de rendre la capsule, le traitant de fou pour avoir gaspillé 10 millions de wons, puis s'en va, disant qu'il est temps pour son travail à temps partiel. Kim Ji-hoon lui crie dessus, le traitant de véritable idiot, et révèle qu'il est au courant de sa difficile situation financière et de la façon dont il se débat chaque mois pour payer les factures d'hôpital de son père. Se demandant combien de temps il peut continuer ainsi. Kim Ji-hoon poursuit sa confrontation, l'interrogeant sur sa vie et son avenir, et s'il laissera son corps blessé tel quel pour toujours, insistant sur le fait que ce jeu peut tout arranger. Il lui rappelle que le coût total du traitement est d'environ 3 milliards de wons, un montant fantastique, mais cela ne signifie pas qu'il doit abandonner. Kim Ji-hoon lui rappelle son ancienne passion et son rêve de vivre en tant que forgeron pour le reste de sa vie, et s'écrie avec enthousiasme qu'il peut réaliser cela dans le jeu art. Kim Ji-hoon jure de prendre la responsabilité des 10 millions de wons et le supplie de l'écouter juste une fois. Il le supplie de tenter sa chance une seule fois, promettant de ne plus le presser après cela. Le souvenir de l'incendie et de son père piégé ressurgit dans l'esprit de Yinso, qui se tient silencieusement, regardant sa main droite tremblante et faible, tandis que la scène se déplace vers un chantier de construction, où son travail est censé commencer. Yinso essaie de se concentrer sur son travail, pensant que son ami Ji-hoon lui a rempli la tête d'idées inutiles. Il se dit qu'il doit se dépêcher et gagner de l'argent pour le traitement de son père. Mais tandis qu'il travaille, un grand bruit de métal résonne dans son cœur, éveillant une profonde nostalgie de son passé. Finalement, involontairement, Yinso se retrouve à retourner à l'endroit des capsules de jeu, admettant que le son du métal l'y a mené. Les mots enthousiastes de son ami concernant son rêve de vivre en tant que forgeron et comment il pourrait le réaliser résonnent dans son esprit. Il se souvient avec émotion du feu ardent et du tintement du métal qui faisait partie de sa vie, et décide d'entrer dans le jeu, jurant à son père qu'il entendra à nouveau ce son. En entrant, des messages système l'accueillent dans le monde d'art et annoncent le début de la création de personnages. Il lui est demandé de choisir un surnom, et Yinso choisit Yinso. Après cela, le processus de personnalisation du personnage commence. Yinso est surpris lorsque le système commence à analyser son type de corps et découvre que la cicatrice sur son visage due à l'accident est également apparue sur son personnage dans le jeu. Une fois l'analyse terminée, le système lui demande s'il souhaite conserver cette apparence. Après un moment d'hésitation, Yinso accepte. Le processus de création de personnages se termine, et la recherche d'un serveur commence. Dès qu'il entre dans le monde du jeu, Yinso remarque deux choses étonnantes. La cicatrice sur son visage a disparu, et plus important encore, la force est revenue entièrement dans sa main droite. Il pense à son ami Kim Ji-hoon et réalise qu'il lui doit maintenant 10 millions de wons et décide qu'il travaillera dur pour rembourser cette dette. Il est ensuite invoqué dans une zone aléatoire et transporté dans la zone des débutants de la région de Barden, plus précisément à l'atelier du forgeron Lin. À l'intérieur, il trouve un vieux forgeron aux prises avec son travail, jurant qu'il n'abandonnerait jamais. Et déterminé à forger une épée qui surpasserait celle d'un de ses adversaires. Le forgeron frappait le métal avec force, suppliant désespérément que sa tentative réussisse. Yinso l'interrompt calmement, lui disant que ce n'est pas la bonne façon de faire, ce qui surprend le forgeron. Le forgeron est surpris par la présence d'un étranger et demande ce qu'il vient de dire. Yinso répète que la façon dont le forgeron travaille n'est pas la bonne. Le forgeron se met en colère et demande à Yinso avec dédain. N'étant qu'un gamin et un étranger,
ce qu'il pouvait bien savoir de la forge, et Yinso lui dit qu'il ne fera jamais une épée solide de cette façon. Yinso explique qu'il sait que cela ne le regarde pas. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder le forgeron essayer sincèrement de forger une grande épée de la mauvaise manière. Le forgeron se moque de ses paroles, se demandant s'il parle comme s'il savait vraiment comment faire. Après un moment de réflexion, le forgeron décide qu'il n'a rien à perdre et tend le marteau à Yinso, le défiant de montrer ce qu'il sait faire. Il lui dit qu'il le surveillera de près pour voir s'il a les compétences pour étayer sa confiance. Yinso se dit que son plan initial était d'approcher le forgeron et de demander à utiliser son atelier, mais ce développement pourrait aussi être en sa faveur. Il se tourne ensuite vers le forgeron et lui dit qu'il a une condition. Le forgeron est surpris par la condition de Yinso, qui explique que s'il prouve ses compétences, il doit être autorisé à garder l'épée qu'il fabrique. En retour, Yinso promet de lui montrer quelque chose qui vaut la peine d'être vu, et le forgeron le traite d'arrogant. Le forgeron rit, disant qu'il aime cette confiance et espère qu'elle durera. Mais il avertit Yinso que s'il échoue, il paiera le prix de son arrogance, ce que Yinso accepte. Yinso prend le marteau et pense que 3 ans se sont écoulés. Il s'avoue que, malgré son assurance, il n'est pas sûr d'avoir encore le talent. Mais dès qu'il commence à frapper le métal, la sensation familière revient, et il sent la confiance l'envahir, réalisant qu'il en est capable. Des images de son père malade et de son ami Ji-hoon traversent son esprit, le poussant à travailler avec toute sa détermination, comme s'il leur demandait d'attendre encore un peu. Des sensations oubliées commencent à lui revenir, du cliquetis familier de l'acier à la chaleur brûlante sur sa peau. Il est fou de joie d'être de retour à sa place naturelle, réalisant que son corps se souvient encore du métier et que sa confiance en sa réussite est renouvelée. Le vieux forgeron observe son travail. Et au début, il pensait que Yinso n'était qu'un mauvais imitateur, mais il admet vite que sa forme n'est pas mauvaise et qu'il doit avoir une certaine expérience. Cependant, le forgeron pense que c'est le maximum que Yinso puisse atteindre et est perplexe devant son immense bonheur en travaillant. Le forgeron estime que le plaisir au travail n'a pas d'importance. Les résultats sont tout dans ce monde, et sans compétences spéciales, Yinso atteindra inévitablement une impasse. Il a l'impression que sa décision de le laisser essayer était une perte de temps car il est impossible pour un joueur de la zone des débutants d'avoir une compétence en forge. Soudain, le forgeron voit quelque chose qui l'étonne dans le métal sur lequel Yinso travaille. Il remarque que Yinso utilise une technique avancée où il plie, réchauffe et trempe l'acier à plusieurs reprises, concluant que c'est une méthode pour augmenter la résistance tout en éliminant les impuretés. Le forgeron est choqué, se demandant comment il n'avait jamais pensé à une technique aussi simple. Malgré son soupçon que ce n'était peut-être qu'une astuce, il décide d'utiliser sa compétence spéciale pour évaluer la qualité du métal. Le résultat montre que l'acier est passé du grade D au grade C. Le forgeron n'en croit pas ses yeux. Bien qu'il ait déjà forgé de l'acier de grade C, il n'avait jamais été amélioré aussi rapidement. Le forgeron admet que Yinso ne disait pas n'importe quoi, mais il croit toujours que c'est sa limite. Il est certain qu'il ne peut pas améliorer davantage la qualité, et croit que quelques astuces bon marché ne changeront pas le fait que sans compétence, Yinso n'est pas différent de lui. Le temps passe tandis que le forgeron observe, jusqu'à ce qu'il soit envahi par le sommeil. Il se réveille plus tard pour découvrir qu'il est tard et est choqué de voir que Yinso travaille toujours sans relâche. Yinso continue de marteler toute la nuit avec une concentration intense. Le forgeron se demande comment ce jeune homme ne se fatigue pas. À l'aube, Yinso termine son travail, et un nouveau message d'évaluation apparaît. Acier, grade B, laissant le forgeron dans un état de stupéfaction complète. Il n'arrive pas à croire qu'il soit possible d'atteindre le grade B sans aucune compétence spéciale. Puis il remarque que Yinso ne s'est pas encore arrêté, et se demande, choqué, s'il vise un grade supérieur. Après une longue nuit de travail acharné, Yinso se sent épuisé, se demandant s'il s'est surmené. Le vieux forgeron, impressionné par son talent, s'avance et propose son aide, et Yinso le remercie de son offre. Ils travaillent ensemble pour finir la pièce de métal brut. Le forgeron regarde le résultat, totalement émerveillé, déclarant que c'est un lingot de grade A, qui peut être utilisé pour fabriquer une épée de grade rare, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Le forgeron explique qu'il possède une compétence qui lui permet de voir le grade des objets, et que de sa vie, il n'a jamais vu d'objet de grade magique dans le village des débutants, encore moins un grade rare. Il dit avec enthousiasme à Yinso qu'avec ce métal, il peut forger une épée unique en son genre. Mais Yinso lui dit qu'il est encore trop tôt pour célébrer. Il doit encore finir la poignée et polir la lame pour un fil beaucoup plus fin. Il explique que l'épée doit être faite pour résister à une force immense sans se briser et que le fil de la lame est encore loin d'être parfait. Le forgeron rit, admettant qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi étrange que Yinso, qui répond simplement qu'il a toujours aimé la forge depuis qu'il est enfant. Alors, le forgeron suggère à Yinso d'essayer de forger l'épée à nouveau, mais cette fois avec un nouveau matériau qu'il lui fournit. Le forgeron révèle un grand morceau de minerai de mithril brillant, expliquant que c'est un héritage familial transmis de génération en génération. Yinso demande pourquoi on lui donne quelque chose d'aussi précieux, et le forgeron répond qu'il a beaucoup appris grâce à lui. Et que ce minerai dépasse largement ses compétences, et qu'il veut voir quel genre d'épée un véritable maître peut en faire. Yinso est ravi à l'idée de travailler avec un métal légendaire dont il n'a lu que dans les histoires. Bien que ce soit un risque puisqu'il n'a jamais travaillé avec auparavant,
Il décide qu'il ne peut pas refuser cette offre. Alors, le forgeron demande maladroitement s'il peut appeler Yinso maître. Yinso refuse catégoriquement sa demande. Menaçant de ne pas utiliser le mithril s'il insiste, et le forgeron recule immédiatement. Un mois plus tard, l'épée légendaire, Daylight, épique, est terminée, possédant une puissance d'attaque immense et des capacités spéciales, et est décrite comme une épée légendaire dont on ne reverra jamais l'équivalent dans la zone des débutants. De retour au centre de gestion de la compagnie Purium, les développeurs passent en revue les événements incroyables du joueur de niveau 1, Yinso. Le chef d'équipe est toujours impressionné, mais sa collègue le presse de se remettre au travail. Elle se plaint du manque d'informations disponibles sur le joueur, mais révèle ensuite ses informations personnelles de base. Kim Yinso, qui s'est connecté depuis la maison d'une connaissance. Elle explique qu'elle a obtenu cette information grâce à sa candidature pour le prix de la capsule VVIP. Elle ajoute que Yinso a fortement demandé à ce que son identité réelle reste confidentielle. Les développeurs se demandent pourquoi il voudrait rester anonyme, et le chef d'équipe en conclut qu'il doit avoir ses propres raisons d'éviter les projecteurs et la célébrité qui l'attendront inévitablement. Au centre de gestion, le chef d'équipe s'enquiert de la localisation actuelle de Yinso. Sa collègue rapporte qu'il vient d'entrer dans le centre d'entraînement à la chasse. À l'intérieur, un entraîneur nommé Relson salue Yinso avec dédain. Soulignant que c'est là que les vrais monstres commencent à apparaître, et qu'en tant qu'homme de niveau 1, il n'a aucune chance de réussir l'épreuve. Il dit à Yinso de partir pour éviter de perdre son temps, lui conseillant d'aller chasser des lapins et de revenir quand il sera prêt. Yinso est confiant dans ses statistiques élevées qui ne sont pas visibles par l'entraîneur et insiste sur le fait qu'il ne perdra pas son temps. Relson soupire d'ennui mais accepte à contre-cœur, demandant à Yinso de choisir l'une des épées et de le suivre. Yinso lui dit que si n'importe quelle épée convient, il préférerait utiliser la sienne. La narration révèle que Yinso a passé un mois entier dans la zone des débutants, ce qui est généralement accompli en 30 minutes, ce qui a entraîné une augmentation massive de ses statistiques de base. De plus, il possède la seule épée de grade épique de la zone, mais il est toujours au niveau 1 et sans classe. Pendant ce temps, le chef d'équipe Kim Tasuke exprime son inquiétude face à cette étrange situation, se demandant s'il devrait tout laisser à la supérieure sans intervention. Un dirigeant de haut rang de l'entreprise partage la même inquiétude, mais sourit avec confiance, sachant que ce qui attend Yinso est une offre de classe légendaire. De retour dans le jeu, Relson est agacé par la demande de Yinso d'utiliser une épée qu'il a fabriquée lui-même, et pense en lui-même qu'il est pitoyable pour quelqu'un de gâcher son avenir pour une profession sans valeur comme la forge. Le test commence et Relson explique que l'endroit grouille de monstres et qu'un épéiste entraîné est plus important que n'importe quelle arme de mauvaise qualité. Il se demande sarcastiquement pourquoi quelqu'un qui aspire à être forgeron est ici, ce qui fait chuter son affinité avec Yinso. Yinso pense qu'il a vu cette réaction de nombreuses fois dans la réalité, où le rêve de la forge est considéré comme un rêve inutile. Mais il sent que dans A, ses efforts peuvent enfin être reconnus. Yinso interroge l'instructeur sur l'épéiste le plus éminent qu'il ait entraîné, puis demande audacieusement un test plus difficile que celui que cet épéiste a passé. Relson devient furieux intérieurement face à l'arrogance de ce débutant, car bien qu'il ne soit qu'un instructeur, il reconnaît le talent quand il le voit. Suite à cette provocation, Relson accepte de donner à Yinso une épreuve spéciale. Il explique qu'il ne donne ces épreuves spéciales qu'aux rares personnes qui montrent un véritable potentiel. Il le conduit à une autre zone, soulignant que le record le plus élevé atteint ici est l'épreuve de la 3e étape. Relson invoque un gobelin rapide de niveau 6 et demande à Yinso s'il est sûr de sa décision. Il fixe ensuite la pénalité en cas d'échec, être banni du centre pendant une semaine entière. Yinso ignore la menace et demande calmement si la 3e étape est l'épreuve finale. Yinso déclare qu'il aimerait relever toutes les épreuves, jusqu'à l'étape finale. Relson est pris d'une colère noire. Croyant que ce jeune homme méprise son entraînement et teste sa patience. Relson accepte le défi avec colère et invoque le monstre de l'épreuve finale de 4e étape. Un gobelin fou de niveau 15 apparaît devant eux. Relson pense en lui-même que presque personne au monde n'a réussi à passer la 3e étape, et personne n'a jamais dépassé la 4e. Le combat commence, et le gobelin attaque férocement, mais Yinso parvient à esquiver habilement ses attaques. Yinso pense que n'importe quel forgeron peut voir le pouvoir latent que possède une arme, et active la compétence active de son épée lumière du jour, appelée épée durable, pour améliorer sa défense physique. L'épée libère une puissance immense, et Yinso déclare qu'aucune arme ici ne peut surpasser son épée, puis vint le gobelin rapide de l'étape précédente. Mais un autre gobelin lui tend une embuscade et lui porte un coup puissant. Relson note que le coup fut critique et instantané, c'est pourquoi les gobelins rapides sont considérés comme le cauchemar des débutants. Relson croit que Yinso est perdu. Peu importe la qualité de l'arme, elle ne vaut rien sans compétence. Mais à sa surprise, Yinso survit au coup critique avec 82% de ses points de vie restants. Yinso attribue sa survie au longtemps qu'il a passé à fabriquer des armes, ce qui a considérablement augmenté ses statistiques, en particulier la force et la vitalité. Relson déclare que le vrai danger commence maintenant, alors que le gobelin fou utilise une compétence spéciale appelée épine de folie, ce qui provoque des vertiges chez Yinso et brouille sa vision.
bien que Relson soit impressionné par la performance de Yinso, il croit que c'est sa fin, et que la bataille se terminera ici. Mais Yinso décide de se concentrer, de faire confiance à l'arme qu'il a fabriquée et de faire tout ce qui est en son pouvoir. Il active la compétence passive de son épée, Lumière du jour, appelée lame rapide, qui augmente considérablement sa vitesse d'attaque. Yinso déchaîne une série d'attaques rapides, réalisant qu'il peut ainsi combler l'écart de niveau. Les développeurs sont montrés observant la bataille dans un état d'admiration. D'un coup final, Yinso réussit à vaincre les gobelins restants. Relson se tient stupéfait et joyeux, criant que ce jeune homme a fait ce que personne d'autre n'avait pu faire. Il félicite Yinso, disant que bien que ses coups aient semblé aléatoires, chaque coup a révélé le véritable pouvoir de la lame, et suppose avec enthousiasme que Yinso a dû s'entraîner à l'escrime auparavant. Yinso explique qu'il a seulement appris qu'un forgeron doit être capable de manier les armes qu'il fabrique, rien de plus. Relson remarque les muscles et les cicatrices sur les bras de Yinso, preuve de son travail acharné. Relson réalise qu'il est en présence d'un véritable forgeron et s'excuse pour sa grossièreté précédente, portant leur affinité à son maximum. Relson fait une suggestion à Yinso par respect pour son talent, lui demandant s'il envisage de devenir un maître fou, et à ce moment-là, une fenêtre apparaît lui offrant une quête de changement de classe vers la classe légendaire maître fou. Pendant ce temps, les développeurs regardent la scène sous le choc, ne croyant pas que cet événement illogique soit réellement en train de se produire. Ils réalisent que la simple offre de la classe légendaire de maître fou, qui surpasse même la classe épique de chevalier fou, classe automatiquement Yinso comme un utilisateur de second rang nécessitant une gestion spéciale. Le chef d'équipe exprime sa satisfaction face à ce développement. Mais c'est qu'accepter la quête de changement de classe signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière, et que le maître fou dirige des centaines de chevaliers, ce qui signifie que Yinso deviendra un protecteur du monde. Dans le jeu, Relson exhorte Yinso à accepter l'offre, l'assurant qu'avec son talent, il pourrait devenir un roi parmi les chevaliers. Mais Yinso refuse poliment l'offre, déclarant fermement qu'il est forgeron. Pas un chevalier. Tout le monde, tant dans le jeu qu'au centre de gestion, est stupéfait par sa décision. Relson éclate de rire admiratif, décrivant la persévérance de Yinso comme vraiment merveilleuse. Yinso se dit qu'il pensait ne plus jamais tenir un marteau. Mais dans ce jeu, il sentait que sa vie de forgeron recommençait. Relson accepte sa décision et lui donne une lettre de recommandation pour une quête cachée afin de rencontrer le seigneur local. En récompense d'avoir réussi l'épreuve, il lui donne une armure rouillée portée par un ancien maître fou, confiant que Yinso en trouvera une utilité. Relson l'encourage avec enthousiasme à faire ses preuves et à accomplir ce que d'autres n'ont pas pu, et Yinso promet de faire de son mieux. Les développeurs concluent que Yinso a surmonté sa plus grande crise et que l'étincelle de son potentiel demeure. Yinso a maintenant commencé son chemin pour devenir le dieu de la forge. Les messages système annoncent la fin de la période d'entraînement du tutoriel et le début de la quête principale, et que le vrai jeu commence maintenant, mais avant qu'il ne puisse continuer, il est soudainement déconnecté du jeu. Il retourne à la réalité pour se souvenir qu'il a des responsabilités, comme payer la facture de gaz. Il vérifie son compte bancaire et le trouve presque vide, et réalise que sa priorité est de garantir les frais d'hospitalisation de son père et leurs dépenses de subsistance. Son ami Ji-Hoon l'appelle pour lui demander s'il a terminé la zone d'entraînement, et Yinso répond qu'il vient d'arriver au village. Ji-Hoon lui dit avec enthousiasme de se rendre d'abord à l'hôtel des ventes. Il explique que c'est là que les objets sont vendus contre de l'or, et que l'or peut être échangé contre de l'argent réel, révélant que c'est la vraie raison pour laquelle il a fait entrer Yinso dans Zari. Ji-Hoon conclut son discours en disant qu'il n'a jamais rien vu de plus merveilleux que les épées que Yinso et son père fabriquaient. Ji-Hoon encourage son ami Yinso au téléphone, lui disant qu'une fois qu'il aura la capsule VVIP avec 99,9% de synchronisation, son expérience sera encore plus incroyable. Et l'exhorte à inonder le monde des œuvres du plus grand forgeron. Yinso se sent reconnaissant et le remercie. Après l'appel, Yinso sent que sa voix est désormais claire. Il décide de se concentrer sur l'artisanat dans les quêtes pour gagner de l'or. Réalisant qu'il doit aussi gérer son endurance pour y parvenir. Yinso commence à faire de l'exercice, réalisant que jouer à des jeux consomme beaucoup d'énergie, même si cela ne se compare pas à l'effort de la vraie forge. Alors qu'il court, il jure à son père qu'il tiendra bon et s'assurera qu'il se réveille à nouveau. Yinso retourne dans le monde d'Ari et entre directement à l'hôtel des ventes. Il choisit un nom pour sa boutique, la Forge de Yin. Yinso attend pendant que l'outil de sa boutique est en cours de création. Une fois la création de la boutique terminée, le système lui accorde la possibilité d'utiliser le panneau des enchères à tout moment, n'importe où. Yinso se demande ce qu'il devrait mettre en vente en premier et se souvient qu'il a un prototype qu'il a fabriqué dans l'atelier. Il examine les détails de la première épée de Xian, une épée de grade rare, et se souvient que le prix moyen du marché pour des épées similaires est d'environ 70 pièces d'or, et que son ami lui a conseillé de ne pas la vendre trop bon marché. Il décide de mettre l'épée en vente pour 100 pièces d'or. Puis il a l'intention d'explorer les systèmes du village pendant qu'il attend. Une alerte a été envoyée à tous les joueurs concernant la vente. Ailleurs, un joueur remarque que le tableau des enchères a explosé d'activité en raison d'une annonce inhabituelle. Le prix de l'épée de Yinso commence à monter rapidement, dépassant les 300 pièces d'or.
cela attire l'attention d'un membre de la guilde du bouclier d'or, qui se précipite pour informer le vice-capitaine de la guilde de cet objet incroyable. Le membre explique que le créateur de l'épée est un joueur de niveau 1 sans classe et qu'il a fabriqué la meilleure épée à partir des matières premières les plus primitives et qu'elle a même une option d'amélioration. Le vice-capitaine analyse la situation. Notant que l'utilisation de matériaux de faible qualité pour l'amélioration réduit les chances de succès, ce qui signifie que le créateur a été astucieux en économisant les coûts. Il conclut que cette arme, avec un petit investissement, pourrait rester efficace jusqu'au niveau 50. Il note également que le nom de l'épée, la première épée, en fait une première pièce précieuse pour les collectionneurs. Le vice-capitaine réalise que le prestige qui découle du fait d'être le premier à découvrir et à acheter l'œuvre de cet artisan talentueux est le véritable gain et décide de procéder à l'achat. Pendant ce temps, Yinso se sent un peu embarrassé et anxieux, se demandant si son épée se vendra, car ce n'était qu'une pièce d'entraînement. Soudain, une notification apparaît annonçant que la première épée de Yin a été vendue. Yinso est choqué par la rapidité de la vente. Il vérifie le prix de vente final et est stupéfait de voir qu'elle s'est vendue pour 1008 pièces d'or après l'avoir mise en vente pour seulement 100. Il réalise rapidement que ce montant équivaut à plus d'1 million de wons coréens, et il est envahi par un sentiment de bonheur et d'incrédulité. Yinso découvre que l'acheteur est la guilde du bouclier d'or, et il reçoit un message de leur part le félicitant et lui offrant un contrat de vente exclusif ou de rejoindre la guilde. Il cherche des informations sur la guilde et est encore plus choqué de découvrir qu'il s'agit d'une guilde de forgerons massive avec 780 000 abonnés. Yinso se souvient des mots de son ami Ji-hoon, selon lesquels gagner des abonnés est bien plus difficile que de monter de niveau. Et qu'avoir un grand nombre d'abonnés signifie un intérêt significatif des utilisateurs, et cet intérêt peut directement mener au profit. Il vérifie le nombre d'abonnés de sa boutique, la Forge de Yin, pour constater qu'il n'est que de 82. Cependant, lorsqu'il ouvre sa boîte de messages, il la trouve inondée d'offres de recrutement de diverses guildes. Yinso réalise qu'art est l'endroit qui attend les forgerons qui disparaissent de la réalité, et que la valeur des compétences d'un artisan brille encore plus lorsqu'elle est soutenue par des données et des chiffres précis. Yinso décide qu'il n'est pas encore temps de rejoindre une guilde et se dirige vers le château du Seigneur, déterminé à montrer sa véritable valeur, ce qui commence maintenant. Dans le château, Lord Vance parlait avec son conseillère Belle, se demandant si la réparation d'un artefact était vraiment impossible. Belle explique que le processus de restauration comporte un risque d'échec, ce qui pourrait entraîner la perte définitive de la pièce, c'est pourquoi ils doivent trouver le meilleur expert en restauration du continent. Vance commente que cet expert n'est qu'à la capitale, Belle confirme qu'il est une personne excentrique qui refuse de rencontrer quiconque, rendant sa convocation difficile. Le Seigneur est triste de ne pouvoir abandonner les affaires de son territoire et y aller lui-même, d'autant plus que l'arc de forme unique est le seul héritage de son père. Il est révélé que Belle est en fait une joueuse arnaqueuse de niveau 100, déguisée en forgeronne, qui a passé une semaine à gagner la confiance du Seigneur pour le tromper. Belle propose au Seigneur d'emmener l'arc à la capitale pour le restaurer, pour 300 pièces d'or. Avant que le Seigneur n'accepte, Yinso entre soudainement, les interrompant et déclarant avec assurance que l'arc peut être restauré ici même, sur place. Belle bouillonne de colère à l'intérieur, car son plan est sur le point d'être gâché. Le Seigneur demande à Yinso, choqué, s'il peut vraiment réparer l'arc brûlé, ici dans le château, sans avoir besoin de l'emmener chez un forgeron. Le Seigneur ordonne à un garde de s'enquérir de l'identité de l'homme, et le garde répond qu'il est la personne venue avec une lettre de recommandation de l'instructeur Relson. Le Seigneur est surpris à la mention d'un instructeur du centre d'entraînement pour débutants. En tant que Seigneur de Barden, il demande officiellement à Yinso de lui parler de ses compétences et de son expérience. Yinso se présente, disant qu'il s'appelle Yinso, qu'il est de niveau 1, et que sa classe est sans emploi. Belle explose de colère. Ne croyant pas qu'un joueur de niveau 1 ose parler si arrogamment devant le Seigneur. Belle crie que la restauration est une compétence apprise uniquement par les forgerons de niveau 80 et plus, et accuse Yinso d'interférer avec son travail sur lequel elle a passé une semaine entière et lui ordonne de partir. Yinso répond calmement, disant à Belle qu'elle se trompe, et que cet arc n'est pas un arc recurve. Yinso corrige l'information de Belle, expliquant que l'arc n'est pas un arc recurve, mais un gagung, un arc composite traditionnel coréen. La confusion apparaît sur les visages du Seigneur et de Belle, en raison du nom inconnu. Yinso s'adresse au Seigneur, disant qu'il a entendu l'histoire du garde boulanger et sait que le Seigneur souhaite restaurer l'arc brûlé de son défunt père, qui était un cadeau d'un mystérieux étranger. Le Seigneur confirme que l'arc était unique en son genre et n'avait jamais été vu sur cette terre auparavant, mais il exprime sa lassitude d'être trompé par des étrangers avec de fausses allégations concernant l'héritage familial. Il avertit sévèrement Yinso de ne prononcer que des paroles qu'il peut prouver. Yinso demande à confirmer une chose et surprend le Seigneur en suggérant que l'arc, bien qu'étant un cadeau d'un étranger, a en fait été fabriqué sur cette même terre. Yinso explique sa déduction. Soulignant qu'il a vu une peinture d'un buffle d'eau dans le hall et que les cornes de cet animal sont considérées comme un matériau précieux même dans son monde. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'était la courbure de l'arc. Et il révèle le détail crucial, il a été fabriqué avec du nerf de baleine au lieu de nerf de vache,
et il demande une explication au seigneur. Le seigneur admet que Yinso a raison et explique que l'étranger était l'ami de son père, un forgeron. Il confirme que les matériaux utilisés étaient bien locaux et rares, des cornes de buffle d'eau géants des marais de Barden et du nerf de baleine du port de Barden. Avec ces matériaux précieux, l'ami a offert à son père le meilleur arc jamais fabriqué à Barden. Le seigneur est impressionné par la capacité de Yinso à remarquer des détails que même Belle, qui est censé être un forgeron de niveau 100, a manqué. Le seigneur exprime son ardent désir de sauver le souvenir de son père. Convaincu de l'habileté de Yinso, il lui demande officiellement de restaurer l'arc, ce qui conduit Yinso à accepter une quête avec une récompense de 500 pièces d'or. Le seigneur ordonne à Belle de partir pour l'instant, et Belle s'en va, la tête baissée. En s'éloignant, il bouillonne de rage, jurant de se venger de Yinso, qui a ruiné son plan. Le seigneur demande à Yinso ce qui est nécessaire pour restaurer l'arc. Yinso énumère avec précision tous les matériaux nécessaires, des cornes de buffle d'eau et du nerf de baleine au type de bois spécifique et aux outils de finition. Prouvant sa connaissance complète de la composition de l'arc. Yinso obtient la méthode de restauration du Gatgung de tireur d'élite, qui comprend une liste de matériaux et un avertissement selon lequel la restauration échouera si le taux de succès est inférieur à 70%, ce qui entraînerait la destruction de souvenirs d'enfance où il apprenait à fabriquer des arcs avec son père. Il se souvient de son père lui demandant s'il aimait tant cet artisanat, même s'il lui remplissait les mains de callosité. Il répond qu'il aime le faire avec lui, et son père promet de lui apprendre la forge quand il sera grand. Mais pour l'instant, il doit s'habituer à manipuler les matières premières avec ses mains. Dans le présent, Yinso murmure les larmes aux yeux. Oui papa et pense au taux de synchronisation élevé de sa capsule de jeu. Il ressent la sensation familière dans ses mains et est confiant de pouvoir restaurer l'arc parfaitement. Exactement comme son père lui a appris. En voyant cette confiance et cette expertise, Lorvance propose son aide. Yinso et Lorvance travaillent durant ensemble jour et nuit, Yinso étant absorbé par le façonnage des parties en bois de l'arc, tandis que le seigneur l'observe attentivement. Le seigneur admet que travailler toute la journée n'est pas facile et que sa force commence à faiblir, mais il ajoute que voir le bonheur sur le visage de Yinso lui donne la force de continuer. Après une semaine complète, le seigneur épuisé demande s'il peut rentrer, mais Yinso insiste pour qu'il reste aider à installer la structure. Yinso devine que la raison pour laquelle le seigneur vient tous les jours est son désir de restaurer le souvenir de son père de ses propres mains, ce que le seigneur confirme. Le seigneur explique que cet arc est tout ce qui reste de la mémoire de son père. Ensuite, le seigneur demande à Yinso pourquoi il apprécie également ce travail. Yinso répond avec un sourire qu'il a aussi de nombreux bons souvenirs associés à cet artisanat. Ils conviennent que restaurer des souvenirs demande du temps et des efforts. Des plans rapides montrent le passage des 20 jours suivants alors qu'il travaille d'arrache-pied sur les différentes parties de l'arc. Enfin, le dernier jour arrive. La restauration du Gatgung du tireur d'élite est terminée. Et il renaît en tant qu'arme épique avec des statistiques et des capacités bien supérieures à sa forme originale. Le seigneur se tient devant la statue de son père, se demandant s'il le regarde. Et pensant comment un autre étranger mystérieux lui a offert cet arc une fois de plus. Yinso suggère au seigneur d'essayer l'arc pour voir s'il a la même sensation que dans ses souvenirs. Le seigneur tend la corde et décoche une flèche avec une force immense. Et constate avec étonnement que la sensation n'est pas la même. Puis il éclate de rire de joie, déclarant qu'il est devenu bien plus grand qu'avant, et le message de fin de quête apparaît. Le système annonce que son affinité avec Lorvance a atteint son maximum grâce à l'incroyable succès qui a dépassé les 100%. Le seigneur remercie Yinso, disant qu'il peut maintenant accomplir ses devoirs avec un cœur paisible. Le seigneur estime que la récompense promise est trop maigre pour ce que Yinso a fait. Suite à ce succès écrasant, la récompense de la quête est améliorée. En plus de 2000 pièces d'or, le seigneur lui accorde l'utilisation gratuite de l'atelier du forgeron. Yinso est fou de joie, réalisant que l'or équivaut à 2 millions de wons. Ce qui est plus que suffisant pour couvrir ses dépenses pendant longtemps. Puis le seigneur lui demande s'il a déjà envisagé d'apprendre l'escrime. Le seigneur révèle qu'avant de devenir le seigneur de Barden, il était lui-même un épéiste. Il parle de la première escrime. Un art secret de l'épée du royaume premier, la technique qui a maîtrisé les monstres sans fin et apporté la stabilité à Barden. Le seigneur dit à Yinso que bien qu'il soit sans aucun doute un forgeron né, il a aussi vu en lui le talent d'un épéiste. Il explique que la recommandation de l'instructeur Relson, ainsi que ses propres observations personnelles, le lui ont confirmé. Le seigneur énumère les qualités de Yinso, de sa condition physique exceptionnelle et ses réflexes rapides à sa connaissance approfondie des armes, et propose de partager avec lui une partie de l'essence de son escrime. Lorvance propose à Yinso une quête de compétences pour apprendre la première formation à l'escrime, confiant que Yinso réussira s'il travaille aussi dur qu'il l'a fait dans l'atelier. Yinso considère cette formation comme un cadeau inattendu, et un mois chargé s'écoule. Pendant ce mois, Yinso a été occupé à fabriquer son propre arc Gagan et à restaurer l'armure rouillée du maître fou. De plus, il a suivi un entraînement intensif, où il a continué à s'entraîner avec Lorvance, et a terminé avec succès la première formation à l'escrime. Quand il fut temps de partir, Yinso dit au seigneur qu'il était maintenant entièrement préparé. Portant son armure restaurée et son nouvel arc, il explique que sa prochaine étape est d'obtenir une profession appropriée.
Après avoir fait ses adieux au seigneur, qui lui dit qu'il est le bienvenu à tout moment, Yinso décide d'organiser ses affaires avant de partir. Il passe en revue son nouvel équipement. L'armure du maître fou, qui compense son faible niveau grâce à la compétence de réflexion des dégâts, et le nouvel arc Gakgung, qui offre une précision supplémentaire de 60%. Pour couvrir ses dépenses, il avait également fabriqué des arcs rares et les avait mis en vente à l'hôtel des ventes. Yinso vérifie le prix de vente du deuxième arc de Yin. Ailleurs, quelqu'un observe la vente aux enchères avec incrédulité, notant que Black, le joueur numéro 1 de Corée, n'a pas fabriqué un arc de cette qualité alors qu'il était au niveau 10. Il s'émerveille de la façon dont Ayan a réussi à fabriquer un tel arc au niveau 1 et avec des matériaux de faible qualité. Cette personne, qui se révèle être Ran, le chef de la guilde du bouclier d'or, se souvient des paroles de Smith, le forgeron numéro 1 mondial, selon lesquelles tout dans le jeu est décidé par Ares, et que l'IA Ares, si elle est impressionnée par les actions d'un joueur, lui accorde une profession, une compétence ou un titre approprié. Ron conclut que pour que le maître de l'atelier de Yin puisse fabriquer des artefacts de ce niveau, il doit détenir un titre de classe légendaire, tout comme Smith. De retour à Yinso, il est stupéfait de voir que le prix final de l'enchère pour son arc est de 2050 pièces d'or. Équivalent à 2 millions de wons, un montant inimaginable pour une arme en jeu. Il remarque également que son nombre d'abonnés a bondi à 3200, et il est tellement submergé d'invitations de guildes et de demandes de fabrication qu'il ne peut même pas toutes les vérifier. Yinso se sent prêt à partir et fixe sa destination, la terre sainte des forgerons, la tour des forgerons. Il traverse les paysages pittoresques jusqu'à atteindre la structure imposante et est émerveillé par sa magnificence de près. Mais il trouve l'entrée scellée par un sceau magique lié par des chaînes, et se demande comment entrer. Un message système apparaît, expliquant qu'il s'agit de la tour du fabricant d'épées, et que pour devenir forgeron, il doit briser le sceau avec une épée forgée dans l'atelier magique. Yinso examine le sceau et réalise qu'il est fait de roches basaltiques volcaniques. Il trouve l'entrée de l'atelier magique à proximité et y entre pour commencer la formation requise pour le test. Dans l'atelier magique, Yinso apprend les règles. Les matériaux et les outils sont fournis en quantités infinies, le temps de production est considérablement réduit. Mais les épées fabriquées ici ne peuvent être utilisées que pour le test. Yinso réfléchit au test, qui consiste à briser un seau de pierre avec une épée, et conclut que le test se concentre uniquement sur sa capacité de fabrication, plus précisément, la fabrication d'une épée capable de couper la pierre. Ailleurs dans la tour, Digne, le maître de la tour des forgerons d'épée, est assis, grommelant avec colère à propos de fous inutiles. Il se plaint que tous ceux qui viennent ne demandent qu'à gagner de l'argent rapidement. Et qu'ils ne sont intéressés qu'à produire des bricoles en utilisant des compétences et à les vendre, sans aucun respect pour le vrai travail en atelier. Digne déclare tristement que la vraie voix du forgeron est morte, et que tout le monde ne cherche plus que l'or. En raison de son désespoir, il permet à quiconque désire simplement le titre de forgeron de réussir un test simple, sachant que leurs efforts superficiels ne leur permettront jamais de briser le vrai sceau. Au mieux, ils pourraient le rayer un peu. Tandis que Dean voit la tâche comme impossible. Yinso décide de fabriquer une épée de Damas. Le système l'informe que ce type d'épée n'est fabriqué que par des forgerons professionnels et lui recommande de commencer par un simple poignard en fer. Mais Yinso insiste pour essayer, croyant que tant qu'il connaît la méthode et dispose de matériaux illimités, il peut au moins tenter sa chance. Il se souvient des mots de son père, qu'une épée peut couper la pierre et qu'il lui transmettrait une méthode de forgeage spéciale qu'il avait lui-même développée. Inspiré par les enseignements de son père. Il se sent confiant en sa capacité à accomplir la tâche. Yinso s'enthousiasme en voyant les possibilités qui s'offrent à lui. Des installations et équipements de fusion parfaits, une quantité illimitée de minerais et un temps de production réduit. Il décrit le jeu comme fou. Et commence à travailler avec un enthousiasme et une passion inégalés. Pendant ce temps, Dean est soudainement tiré de son sommeil par une violente vibration, et il s'interroge sur la source de ce tremblement. Il réalise que toute la tour tremble à cause de quelqu'un qui martèle avec une force immense. Dean se précipite pour voir ce qui se passe et est choqué en voyant la pierre scellée qu'il croyait incassable fendue en deux. Dean reste sans voix. En voyant Yinso traverser calmement l'entrée ouverte. Dans un moment d'admiration, Dean déclare que le dieu de la forge est enfin apparu. Yinso s'approche de lui et demande simplement s'il a réussi le test. Dean répond qu'il mesure habituellement la capacité par la marque que l'épée laisse sur la pierre. Mais comme Yinso a complètement détruit la pierre, ils n'ont rien pu mesurer. Alors que Yinso se demande si cela signifie un nouveau test, un cercle magique lumineux apparaît sur le sol. Dean précise que ce n'est pas un cercle magique, mais un cercle d'invocation. Le maître de la tour, Digne, présente son marteau spécial à Yinso. Yinso l'accepte avec confusion et reçoit un message système confirmant qu'il a obtenu le marteau de Digne. Une nouvelle quête de rang SS commence. Et Dean lui dit qu'il y a une véritable épreuve qu'il doit maintenant surmonter. Avec ses vœux de succès en tant que dieu de la forge, Yinso est soudainement transporté dans un autre endroit. Yinso se retrouve sur les murs d'un château, confus par le transport soudain et se demandant si c'est un nouveau test. Il est surpris par une armée d'orques envahisseurs avançant vers le château. Une quête de rang SS apparaît, lui demandant de vaincre l'armée d'orques.
Ce qui le choque car il ne comprend pas son lien avec une quête de forge. Les soldats sur le mur le voient et acclament l'arrivée de renfort du maître forgeron. La condition pour terminer la quête devient claire. Atteindre une contribution de 70% parmi 50 guerriers. Hans, le chef de l'escouade de suppression, un guerrier de niveau 48, l'accueille. Hans explique que l'invasion des orques devient plus féroce et qu'une grande partie de leur équipement a été endommagée, et il demande à Yinso d'utiliser ses compétences pour le réparer rapidement. Yinso précise qu'il y a un malentendu. Il n'a pas encore changé de classe pour devenir forgeron et ne possède aucune compétence. Hans demande avec stupéfaction ce qu'il tient dans sa main, et Yinso explique, confus, qu'il l'a reçu dans le cadre d'un test de changement de classe et qu'il a été envoyé ici pour un test supplémentaire. Interrogé sur son expérience de combat, il admet qu'il est encore un débutant complet en matière de combat. Les soldats sont déçus. Ils attendaient du soutien mais ont eu un débutant qui a besoin de protection. Hans ordonne à Yinso de rester dans la tour de guet pour sa propre sécurité jusqu'à leur retour. Soudain, un ORC a lancé une énorme hache vers Hans. Yinso se précipita rapidement vers Hans et para la hache avec une facilité surprenante. Il demande ensuite à Hans s'il peut se joindre au combat malgré le fait qu'il soit un débutant. Yinso réalise que c'est le vrai test, tandis que Hans le regarde avec confusion. Il est confiant que s'il se bat comme il l'a fait contre les gobelins, tout ira bien. Hans accepte et lui dit de suivre l'escouade de Ben. Hans charge au combat, prenant la tête. Immédiatement, Yinso ressent l'immense pression d'une vraie bataille, ce qui est complètement différent du combat contre les gobelins. Malgré cela, il est confiant qu'il ne perdra pas. Yinso engage les orques avec habileté, réussit à vaincre un ORC de niveau 10, et son niveau passe à 2, réalisant que son mois d'entraînement n'a pas été vain. Ben le regarde avec incrédulité. Étonné de la force d'un joueur qui n'a pas de classe. Dans le feu de l'action, le soldat Ben se retrouve en danger imminent. Yinso remarque la situation et change immédiatement son arme pour son arc coréen. Il tire une flèche puissante et lumineuse. Celle-ci traverse le champ de bataille et atteint l'ORC en pleine poitrine, sauvant la vie de Ben au dernier moment, mais un autre ORC apparaît soudainement derrière lui. Yinso parvient également à le toucher habilement, et le niveau de Yinso augmente de plusieurs niveaux en conséquence. Les soldats sont stupéfaits, se demandant comment une seule flèche a pu abattre un ORC aussi massif. Hans crie à Ben pour le sortir de son choc, l'avertissant que les orques ciblent maintenant Yinso et l'attaquent. Ben se sent extrêmement coupable, réalisant que Yinso s'est attiré des ennuis à cause de lui, et se reproche d'avoir perdu sa concentration pendant la bataille. Yinso, maintenant encerclé, reprend son épée de lumière du jour et déclenche la compétence ravage. La compétence attaque aléatoirement tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres, entraînant la mort de nombreux orques. Le niveau de Yinso augmente à nouveau, et sa contribution à la mission atteint 19%. La joie submerge le chef d'escouade Hans, qui réalise que le vieux maître avait une bonne raison d'envoyer Yinso. Hans sent qu'avec Yinso à leur côté, ils peuvent accomplir ce qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant. Hans regarda Yinso avec une admiration sincère, louant son éclat et la force dont il faisait preuve. Avec enthousiasme, Hans crie à ses soldats, déclarant qu'aujourd'hui, avec Yinso, ils anéantiront les forces orques. Yinso se sent comme un véritable membre de l'escouade alors que le système annonce que sa performance a remonté le moral des soldats. Yinso continue de se battre, et sa contribution atteint 28%. Mais il se demande pourquoi son pourcentage de contribution n'augmente pas aussi vite qu'il s'y attendait. Même s'il tue des orques plus vite que n'importe qui d'autre. À ce moment-là, une quête cachée est activée. Un nouveau chapitre, sans précédent, s'ouvre avec l'arrivée d'un ennemi redoutable. Un guerrier ORC de niveau 51 apparaît et Hans crie à tout le monde de s'arrêter. Hans reconnaît l'ennemi, disant que celui que nous n'avons jamais pu vaincre est enfin apparu. C'est leur ennemi juré, et la panique se répand parmi les soldats. Hans réalise qu'il a commis une grave erreur. Ils se sont trop enfoncés dans le combat et sont tombés dans un piège. Malgré la gravité de la situation, ces soldats déclarent être prêts à se battre jusqu'au bout. Ben est d'accord avec eux, criant qu'ils ne reculeront jamais. Et Hans leur ordonne d'attaquer, car ils ne peuvent pas continuer la bataille comme ça éternellement. Yinso remarque que les soldats ont perdu leur sang-froid et se précipitent imprudemment. Il tente de les couvrir avec son arc, mais est choqué lorsque ses flèches rebondissent sur l'armure du guerrier ORC. Réalisant qu'elles ne peuvent pas percer ses défenses, bien que l'arc de Yinso ait des options qui augmentent sa pénétration et sa précision. Il découvre que la peau du guerrier ORC est comme une armure épaisse, rendant toute attaque avec l'arc seul impossible. Le désespoir se répand parmi les soldats. Et l'un d'eux se demande s'il devrait battre en retraite à nouveau, mais Hans crie qu'ils ne peuvent plus reculer. Le guerrier ORC charge et coupe facilement la main de Hans. Hans réalise que cet ORC est difficile à vaincre avec sa force actuelle. Yinso voit Hans tomber au sol, couvert de sang. Yinso crie le nom du chef, Hans, pour tenter de l'alerter. La peur se répand parmi les soldats alors qu'ils entendent les orques rugir. Un soldat crie de désespoir qu'il ne peut pas percer leur armure quoi qu'ils fassent, et un autre sent qu'ils seront tous anéantis. À ce moment, Yinso prend les devants, criant aux soldats que continuer à se battre de cette manière ne fera qu'entraîner plus de pertes, et leur ordonne de former une ligne défensive. Il leur ordonne de se replier rapidement vers la forêt derrière eux, leur assurant qu'il les rejoindra bientôt. Les soldats obéissent à ses ordres, donnant la priorité au transport de leurs chefs blessés en lieu sûr et au regroupement.
et Ben leur ordonne de former une ligne défensive. Ben dit à Yinso que cette tactique ne leur fera gagner qu'un peu de temps, ce à quoi Yinso répond qu'il n'a besoin que de 5 minutes. Ben accepte avec confiance, jurant qu'ils tiendront coûte que coûte. Yinso s'enfonce profondément dans la forêt, se demandant si les flèches ne peuvent pas percer une armure solide, et répond par la négative. Il sort le marteau de réplication de Ding, un outil épique capable de dupliquer les consommables et de raccourcir le temps de fabrication, et réalise que son plan est possible. Pendant ce temps, les soldats se battent désespérément pour repousser l'attaque ORC dans la forêt. Ben marmonne pour lui-même, affirmant qu'il doit tenir quoi qu'il arrive, essayant de tenir les 5 minutes que Yinso avait demandé. Ben dit qu'il n'avait qu'à tenir, mais l'armée ORC avançait implacablement sur eux. Cependant, Ben insiste sur le fait qu'il n'abandonnera pas et qu'il ne reculera jamais. Au moment où Ben est sur le point de mourir aux mains du guerrier ORC, un projectile mystérieux vole soudainement vers l'ORC et le tue, sauvant Ben, qui se demande avec confusion ce qui s'est passé. D'autres projectiles volent d'entre les arbres, atteignant les orques avec précision. Et il est révélé que c'est Yinso qui les fabrique et les tire depuis sa cachette. Le guerrier ORC rugit de colère face à cette tactique nouvelle et inattendue. Le guerrier ORC rugit de colère tandis que Yinso prépare ses armes. Les soldats observent avec anxiété, plaçant leurs espoirs en Yinso. Yinso a fabriqué des flèches spéciales appelées Pionjon, qui sont d'un type rare et possèdent une puissance de pénétration et une vitesse considérablement améliorée, capables même de briser des rochers. Il les a fabriquées à l'aide d'un guide en bambou appelé Tonga, et a répliqué les gissules de la flèche courte en utilisant le marteau de Ding. En combinant ses flèches avec son arc Gagung, un effet d'ensemble est activé, augmentant sa puissance d'attaque et sa capacité de pénétration. Les orques poursuivent leur assaut féroce. Et les soldats combattent vaillamment pour tenter de créer une ouverture permettant à Yinso d'attaquer. Yinso saisit l'occasion et tire sa flèche spéciale, qui atteint directement le casque du guerrier ORC. Yinso sait que la puissance de pénétration de ce type de flèche est équivalente à celle d'un coup de fusil. La flèche transperce l'épaisse armure et tue le guerrier ORC d'un seul coup décisif. Le niveau de Yinso augmente immédiatement de 3. Yinso gagne le titre de tueur d'orques, ce qui augmente sa puissance d'attaque contre eux et leur inspire de la peur envers lui. La terreur se répand parmi les orques restants, et ils commencent à fuir, tandis que les soldats crient de les poursuivre. Yinso et les soldats se joignent à la poursuite. Yinso a sauté sur l'un des orques qui tentait de s'échapper, et lui a tiré dessus avec une précision mortelle, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Il a frappé l'ORC d'une flèche perçante qui s'est logée directement dans sa tête, et peu après, ils ont finalement anéanti les restes de l'armée ORC. La bataille terminée, la mission de suppression de l'armée ORC envahissante est accomplie. La contribution finale de Yinso atteint 92%, et le système annonce qu'il a accompli la mission avec un bilan exceptionnel. Les soldats victorieux scandent le nom de Maître Yinso. Yinso gagne la pleine confiance de l'escouade et reçoit un titre caché, commandant de champ de bataille, qui augmente son charisme de 10 points. Yinso voit le chef blessé Hans recevoir de l'aide. Hans dit à Yinso avec émotion qu'il s'était toujours tellement concentré sur la défense qu'il n'avait jamais pensé qu'il réaliserait leur souhait de longue date de vaincre les orques. Il le remercie profondément. Le reste des soldats se joint à eux pour exprimer leur gratitude, et Yinso les remercie en retour. Yinso réalise que son test supplémentaire est enfin terminé. Il pense à retourner à la tour du forgeron, mais se demande ensuite comment y retourner. Tandis que Yinso se demande comment revenir, la scène se déplace vers la tour centrale des forgerons, où Ding se tient, déclarant tristement que la tour des forgerons est tombée en déclin. Il explique que toute la gloire et l'honneur sont allés aux chevaliers, tandis que seuls ceux aveuglés par les pièces d'or viennent à leur tour. Ding affirme qu'ils ont besoin de quelqu'un digne de manier l'épée légendaire qui accomplira la prophétie, quelqu'un qui porte le véritable esprit d'un forgeron. De nombreux candidats n'ont pas réussi à accomplir l'ancienne prophétie du dieu des forgerons, qui annonçait l'apparition d'un successeur qui restaurerait leur gloire et leur prospérité. Il est interrompu par un des maîtres de la tour, nommé Coulson, qui demande sarcastiquement si, parmi tous les maîtres de la tour, le grand Ding est le seul qualifié pour faire face à l'épreuve de l'épée. Coulson se demande avec mépris si l'élu n'est qu'une imposture. Et pourquoi ils ont tous été convoqués au milieu de leurs emplois du temps chargés juste pour accorder des droits d'épreuve à un étrange jeune étranger. Ding rétorque, réprimandant Coulson et lui demandant s'il n'avait pas lu la lettre qu'il avait envoyée, expliquant que Yinso a gagné ce droit au mérite après avoir réussi l'épreuve qu'ils avaient fixée. Ding ajoute que Yinso, bien qu'il n'ait pas encore changé de classe, a montré une incroyable compétence en forge, en menant des soldats et en anéantissant des guerriers orques. Les autres sont choqués en entendant le mot anéantissement, ne croyant pas que quelqu'un qui n'a même pas changé de classe puisse faire cela. Ding poursuit son explication, affirmant que cette épreuve a été conçue sur la base de la prophétie qui dit que le successeur du dieu des forgerons doit être plus fort que quiconque. Pour cette raison, la réponse finale sera donnée par cette épée elle-même. Ding leur assure qu'ils verront bientôt la vérité. À ce moment, un garde annonce l'arrivée de Seigneur Yinso dans la salle. Et Ding ordonne de le faire entrer. Les portes massives s'ouvrent, et Yinso entre dans la salle majestueuse. Ding l'accueille, annonçant qu'il a réussi l'épreuve et a gagné le droit d'entrer dans le sanctuaire sacré des forgerons.
Il ajoute qu'il est maintenant également éligible pour défier l'épée de prophétie laissée par le dieu des forgerons. Dean lui dit que tout sera décidé au moment où il tiendra l'épée. Après quoi il recevra une récompense appropriée. Yinso pense à la phrase « récompense appropriée » et se souvient qu'il a accompli une mission supplémentaire de rang SS pendant son test de changement de classe, se demandant si la récompense est l'obtention d'une classe légendaire. Coulson s'avance pour le féliciter de se tenir en ce lieu glorieux et loue sa performance impressionnante et la vivacité d'esprit dont il a fait preuve à ce moment critique. Mais il ajoute d'un ton condescendant que la flèche que Yinso a fabriquée n'était qu'une réplique d'une arme appelée Solonarian, et que tout cela n'était qu'une question de chance. Coulson affirme que sans l'arc épique qu'il possédait, il n'aurait jamais pu réussir l'épreuve. Il défie ensuite Yinso avec un sourire narquois de tirer l'épée, pour voir si la chance sera de nouveau de son côté. Yinso regarde les maîtres assemblés de la tour des forgerons. Réalisant qu'ils sont des PNJ de haute classe et que chacun d'eux a construit les légendes d'Arès. Il voit que Coulson, le maître de la tour des forgerons d'Arc, a un niveau formidable de 365, et que tous les présents dans la salle possèdent des titres et des niveaux qui inspirent le respect en tant que forgeron. Bien qu'il soit certainement impressionnant, Yinso ne sent pas que ses compétences sont inférieures aux leurs. Il se dit que s'il rivalisait sur la seule compétence pure, sans se fier au titre, il pourrait gagner. Alors que Yinso s'approche de l'épée légendaire, elle brille soudainement d'une immense puissance, libérant une vague d'énergie qui choque Digne, Coulson et tous les présents. L'épée brille d'une puissance immense et explose dans un éclair de lumière éblouissante qui engloutit toute la salle. Yinso se demande, choqué, ce qui se passe alors qu'il est entouré par l'énergie brillante. Lorsque la lumière se dissipe, Yinso se retrouve debout au même endroit, mais il se demande avec confusion où est l'épée, qui a complètement disparu. À ce moment-là, Dean réalise ce qui s'est passé et s'exclame que c'est ainsi que la prophétie se réalise. Dean rit bruyamment, réalisant qu'ils avaient inventé des rituels et des procédures tout ce temps et que le véritable successeur n'avait même pas besoin de toucher l'épée pour prouver sa valeur. De l'autre côté, Coulson maudit la situation avec une colère intense, incapable d'accepter ce qui s'est passé. Un message système apparaît, félicitant Yinso et annonçant l'apparition de la première classe divine dans le monde d'Arès. La colère de Coulson s'enflamme alors qu'il se demande comment ce novice a pu recevoir un tel honneur. Le message système confirme que Yinso a accédé à la classe de dieu de la forge. Laissant Yinso et Dean sous le choc, car il ne s'agit pas seulement d'une classe divine, mais de la première de son genre dans tout le jeu, Yinso obtient un titre unique de rang SSS, dieu de la forge, qui lui confère des capacités exceptionnelles. Il n'est désormais plus limité par le niveau des matériaux lors de la fabrication, et son expérience augmente automatiquement en fonction du type d'objet fabriqué. Plus important encore, la prophétie confirme qu'en tant que forgeron, il deviendra plus fort que quiconque. Une nouvelle quête de classe, l'épreuve de l'épée, apparaît également, qui commencera lorsqu'il atteindra le niveau Cent. Les autres maîtres de la tour chuchotent entre eux que l'épée a choisi l'étranger, et que la prophétie du successeur du dieu des forgerons s'est accomplie. Mais Coulson crie qu'il ne pourra jamais accepter cela. Coulson soutient que, en tant que maître de la tour, on longtemps attendu le grand successeur qui recevra la révélation du dieu des forgerons. Et qu'ils ne peuvent conclure que le choix de l'épée est la volonté du dieu lui-même. Dean lui crie d'arrêter, affirmant que la prophétie est absolue. Coulson répond que ce qui se passe est une farce. Et leur rappelle que la prophétie dit aussi que le successeur doit avoir la reconnaissance de tous les maîtres de la tour. En conséquence, en tant que maître de la tour de forge de l'Arc, Coulson défie officiellement Yinso en duel de forgeron. Coulson expose clairement ses conditions. Si Yinso le vainc dans ce duel, il le reconnaîtra comme le successeur. Mais si Coulson gagne, Yinso devra renoncer à la position que l'épée de la prophétie lui a choisie. Dean se met en colère contre Coulson pour avoir perdu la tête et ordonne aux autres de le maîtriser immédiatement. Coulson regarde ses collègues avec dédain, puis dit sarcastiquement à Yinso qu'il peut s'enfuir s'il le souhaite. Auquel cas il lui accordera le poste de maître adjoint de la tour, à condition qu'il reçoive docilement sa formation. Coulson rit insolemment, mais Yinso répond calmement et avec assurance qu'il accepte son défi. À ce moment-là, une compétence secrète des forgerons se manifeste, ils parlent à travers leur art. Yinso acquiert la capacité d'utiliser la forge divine personnalisée. Une nouvelle quête de rang est intitulée Duel des forgerons apparaît, avec pour objectif de gagner le duel contre Coulson. Coulson explique que leur façon de se dueler est différente de celle des chevaliers. C'est un affrontement entre deux œuvres forgées avec l'âme de leur créateur dans la fonderie. La règle est simple. Les deux épées qu'ils fabriqueront s'entrechoqueront, et celle qui se brisera la première fera perdre son propriétaire. Coulson lui dit que le meilleur atelier de forge a été installé à l'intérieur de la salle, et puisqu'Yinso a maintenant acquis des compétences de forgeron, un jour devrait lui suffire pour fabriquer son arme. Coulson ajoute sarcastiquement que si Yinso est vraiment le dieu de la forge, alors il le verra demain. Après le départ de Coulson, Dean avertit Yinso qu'il a accepté le duel trop imprudemment, expliquant que Coulson est l'un des maîtres les plus habiles de la tour. Yinso acquiesce, admettant que s'il était encore dans son ancienne profession, cela aurait été une bataille perdue d'avance. Dans le monde du jeu art,
des compétences et des améliorations étonnantes sont accordées en fonction du niveau et des titres. Et de plus, chacun des maîtres de la tour possède des capacités spéciales uniques. Mais Yinso réalise que lorsque sa classe a changé pour une classe divine, ces différences ont disparu. Désormais, la seule vraie différence provient de la pure compétence, grâce à la nouvelle capacité qu'il a acquise. Yinso avait obtenu une compétence active de rang divin appelée Forge divine personnalisée, qui lui permet de créer un artefact entièrement personnalisé et de lui accorder tout effet désiré, la difficulté de fabrication augmentant à mesure que le grade de l'effet souhaité s'élève. Pendant ce temps, dans son atelier, Coulson se remémore son passé. Il se souvient qu'il était un forgeron qui fabriquait des épées. Et qu'il était l'héritier légitime du métier de forgeron d'épée que sa famille avait transmis de génération en génération. Mais ensuite, quelqu'un de bien plus habile que lui est apparu, et au lieu de devenir un fabricant d'épées, il a été contraint de devenir le maître de la tour de l'arc. C'était amer. Mais il a choisi de l'accepter pour servir le grand Digne. Mais il ne peut jamais tolérer que Digne fasse venir un étranger de nulle part et le place au-dessus de lui. Coulson déverse toute sa colère et son ressentiment dans le marteau pendant qu'il travaille, menant à une explosion massive de feu dans la fonderie. Dans l'atelier de Yinso, Digne le regarde travailler sur son épée. Digne pense que le processus d'octroi de capacités et d'effets aux artefacts suit une loi fondamentale de profit et de perte. Pour obtenir un avantage dans ce duel, il doit privilégier la durabilité et maximiser l'attribut brise-arme. Cela signifie que pour obtenir la capacité qu'il désire, il doit forger l'épée avec le grade le plus élevé possible. Mais il constate avec confusion que la durabilité et les attributs de l'épée de Yinso semblent n'être que de grade rare. Yinso termine de fabriquer son épée, qui brille d'une lumière éclatante, faisant s'interroger Digne avec étonnement sur les véritables pensées et capacités du dieu de la forge. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour assister au duel. Coulson sourit sarcastiquement, supposant que Yinso a réussi à fabriquer quelque chose plus qu'il ne sait pas en faire. Il lui demande de lui montrer s'il mérite vraiment d'être appelé le successeur des dieux. Coulson présente son épée en premier, révélant le chevalier noir de Coulson. Une épée unique avec une durabilité de 12 000 et une puissance d'attaque de 664, en plus de capacités spéciales qui augmentent sa durabilité de 35% et lui confèrent la compétence latente de brise-arme. Digne et le reste des participants admirent l'habileté exceptionnelle de Coulson et la façon dont il a réussi à créer une épée aussi unique et impeccable en une nuit. Coulson se vante que son épée est un magnifique chef-d'œuvre, imprégné des traditions et des techniques secrètes de sa famille, puis exige que Yinso lui montre son épée. Yinso révèle son épée, ce qui choque Coulson et Digne. C'était la première épée sur mesure de Yin, de grade rare, avec une durabilité de seulement 1000 et une puissance d'attaque de 177. L'un des maîtres de la tour regarde avec mépris, considérant l'épée de Yinso ridicule, et pense que Coulson pourrait avoir eu raison après tout. Coulson sourit triomphalement. Croyant que Digne a commis une grave erreur cette fois-ci, et qu'il perd son temps avec un vaurien et son jeu pathétique, Coulson crie que cela va se terminer ici et se précipite vers Yinso pour que les épées s'entrechoquent. Yinso tient bon face à l'attaque féroce, et les bruits de métal s'entrechoquant résonnent dans la salle. Soudain, un bruit de bris retentissant se fait entendre, et Digne, ainsi que le reste des spectateurs, regardent en état de choc total. L'épée unique de Coulson, chevalier noir, s'est brisée en morceaux et éparpillée sur le sol. Coulson reste sans voix, incapable de comprendre comment cela s'est produit. Yinso lui dit calmement que la valeur d'une épée n'est pas déterminée par son seul grade. Les détails de l'épée de Yinso apparaissent à nouveau, révélant sa capacité active spéciale, une épée qui coupe les épées, ce qui lui donne 65% de chance de couper l'arme de l'adversaire. C'était une épée unique, irréparable, conçue pour être détruite lorsque sa durabilité était épuisée. À ce moment-là, Digne se souvient des paroles de son père, qui lui avait dit que le dieu de la forge apparaîtrait un jour dans ce pays, quelqu'un qui briserait leurs concepts traditionnels et les guiderait avec de nouveaux enseignements et que tout le monde aurait la chance de le rencontrer. Digne se souvient comment un jeune Coulson avait demandé avec empressement à son père s'il pourrait lui aussi recevoir ses enseignements s'il devenait un grand forgeron. La scène revient au passé récent dans l'atelier, où Yinso expliqua à Digne que le simple fait de briser des épées ne convaincrait pas les maîtres de la tour, c'est pourquoi il décida de fabriquer une épée qui coupe les épées. Digne s'était demandé à l'époque si cela était vraiment possible, admettant que ce n'était jamais une tâche facile. Yinsu avait répondu que la création d'un artefact avec les propriétés désirées dépendait toujours de l'habileté et de la sueur du forgeron. Maintenant, Digne réalise la vérité. C'était un choix audacieux qui défiait le bon sens, soutenu par la connaissance et la capacité de transformer une telle vision en réalité. Il en conclut que Yinso possède toutes ces qualités. Coulson, stupéfait, regarde son épée brisée et murmure le nom, dieu de la forge, se demandant si lui aussi pourrait un jour fabriquer une telle épée. Yinso le regarde avec un sourire calme et lui dit que pour lui, le mot impossible n'existe pas. Coulson tombe à genoux, admettant sa défaite. Yinso déclare à Coulson qu'il se tient désormais devant le dieu de la forge, et une fenêtre apparaît annonçant que le duel de la quête du forgeron a été mené à bien, la tour se dressant fièrement en arrière-plan. Les maîtres de la tour s'approchent de Yinso et lui demandent d'accepter sa récompense. Ils lui présentent une boîte contenant 500 pièces d'or, ainsi qu'un parchemin contenant une recette pour fabriquer un arc légendaire,
l'un des 10 trésors de la tour des forgerons. Coulson admet que c'est une recette d'art qu'il n'aurait jamais pu achever lui-même, et que la donner à quelqu'un en passe de devenir un être puissant est son usage approprié. Ding dit à Yinso que maintenant que le dieu de la forge est enfin apparu, ils s'efforceront de nouveau, et lui demande de viser le summum du pouvoir. Il l'encourage à explorer un monde plus vaste, déclarant que la croissance du dieu commence maintenant. La scène se déplace vers le monde réel, où Yinso célèbre avec son ami Ji-hoon. Ji-hoon exprime sa joie et sa surprise de boire de la bière aux frais de Yinso et le félicite avec enthousiasme d'avoir obtenu une classe de rang divin, qualifiant cela de fou. Ji-hoon lui dit qu'il lui a recommandé le jeu parce que c'était dommage de gâcher son talent. Mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait aussi talentueux au jeu. Il ajoute qu'après toutes les souffrances que Yinso a endurées dans l'atelier du forgeron, il voit enfin la lumière. Ji-hoon demande quelle différence la classe de Dieu fait, et Yinso répond qu'il ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de radicalement différent pour le moment. Yinso clarifie que plus important encore. Il doit payer la facture d'hôpital de son père demain, et qu'entre-temps, 10 millions de wons supplémentaires ont été ajoutés aux frais de traitement. Ji-hoon lui dit qu'il s'est renseigné sur le nouveau médicament de son père. Mais comme ce n'est pas couvert par l'assurance, son coût est d'au moins 20 millions de wons. De plus, Ji-hoon lui rappelle les coûts des propres traitements pour brûlure de Yinso. Ji-hoon conclut que le simple fait d'avoir la classe ne suffira pas à gagner de l'argent. Il y a une limite physique au nombre d'artefacts qu'il peut fabriquer et vendre. Il explique qu'essentiellement, il doit monter de niveau et gagner en notoriété. Car la croissance du dieu commence maintenant. Il lui conseille de nouer une relation avec la personne la plus célèbre d'art, car de cette façon, il pourra obtenir des récompenses bien plus importantes et des objets rares même lors de quêtes de même niveau, puis utiliser cela comme base pour fabriquer à nouveau des artefacts de premier ordre. Yinso réfléchit à l'idée de nouer une relation avec la personne la plus célèbre du jeu, et Ji-hoon, excité, lui dit qu'il a une idée et lui demande d'attendre un peu. Ji-hoon annonce joyeusement que son grand frère accomplira les meilleures prouesses et l'aidera à progresser. Yinso se moque de lui et lui demande juste d'essayer de ne pas se faire virer de son travail. Ji-hoon montre à son ami des nouvelles de la communauté d'utilisateurs d'art, où tout le monde parle de la façon dont le joueur, Lord, toujours classé 21e, a finalement atteint une classe légendaire. Mais Ji-hoon précise que ce n'est pas le plus incroyable. Le plus incroyable est que Lord a réussi à vaincre le roi épée Barad, chose que personne n'avait jamais faite auparavant, car personne n'avait même réussi à le toucher. Les joueurs se demandent comment Lord a réussi cet exploit. Pendant ce temps, Yinso pense aux frais d'hôpital de 30 millions de wons par mois, et qu'il doit payer les factures impayées aujourd'hui. Il réalise que même s'il combine les récompenses de quête et les profits des enchères, le montant ne sera pas suffisant. Il ne peut pas laisser le traitement de son père s'arrêter. À ce moment-là, Yinso reçoit une notification sur son téléphone, une épée qu'il a fabriquée a été vendue pour 53 310 pièces d'or, et l'acheteur est Lord. Yinso court immédiatement à l'accueil de l'hôpital. Et dit à la réceptionniste qu'il aimerait payer toutes les factures médicales en suspens aujourd'hui, immédiatement. Yinso décide fermement qu'il ne peut plus jamais arrêter de jouer à art maintenant. Dans le jeu, il reçoit un message de Lord, le remerciant chaleureusement. Lord explique que grâce à l'épée de Yinso, il a pu réaliser son souhait de réussir l'épreuve de Barad, et ajoute que si l'on comprenait la véritable valeur de l'épée qu'il a fabriquée, on réaliserait que les 50 millions de wons qu'il a payés ne sont pas du tout une grosse somme. Le message de Lord explique que l'épée de Yinso a réussi à couper l'épée du roi épée lui-même et à créer une ouverture, ce qui a clairement surpris le roi. Lord poursuit son message, disant à Maître Yeon que le roi du royaume de Goyard, le roi épée Barad, l'attend. Yinso lit avec confusion que le roi veut qu'il lui fabrique une épée, et Lord l'exhorte à aller le rencontrer. Yinso réalise que cette opportunité pourrait résoudre tous ses problèmes, des frais d'hôpital de son père aux nouveaux médicaments. Il décide fermement qu'il doit aller rencontrer Barad et qu'il retrouvera aussi son atelier perdu en chemin. Ailleurs, un homme à l'allure élégante apparaît. Il visite un vieil atelier de forgeron en cette ère moderne, disant qu'il ne reste qu'un mois à leur promesse. De retour à Yinso, il parle à son ami Ji-hoon au téléphone, qui lui dit sous le choc qu'il ne peut pas rencontrer Barad. Ji-hoon se moque de l'idée que le simple fait d'obtenir une classe de rang divin soit tout, se demandant comment un débutant de niveau 10 peut rencontrer un roi. Il explique que pour rencontrer un PNJ de haut niveau, le niveau et la renommée du joueur doivent être également élevés, et que pour rencontrer Barad, il doit être au moins de niveau 200. Mais Ji-hoon le rassure en disant que ce n'est pas impossible et lui parle du tournoi d'arts martiaux de Goyard. Il explique que c'est un événement organisé chaque année dans le royaume de Goyard, avec des restrictions de niveau allant de 50 à 60. Il ajoute que le roi Barad est toujours à la recherche d'individus talentueux avec un potentiel de croissance, c'est pourquoi il organise le tournoi pour les étrangers chaque année. Il confirme que le tournoi doit avoir lieu bientôt et que le vainqueur reçoit l'argent du prix directement de Barad lui-même. Ji-hoon conclut en disant que c'est le seul moyen si Yinso veut rencontrer Barad immédiatement. Yinso voyage en calèche vers sa prochaine destination. Suivant les conseils de Ding, il se dirige vers la région du château. Ding lui avait dit que cet endroit se trouve à la frontière des royaumes de Prime et de Goyard, où une guerre quotidienne fait rage avec les morts vivants,
et qu'ils auraient besoin de ses capacités plus que quiconque. La région du château est une zone de bataille régionale où il repousse l'invasion de monstres morts-vivants. Selon Digne, cet endroit est le plus rapide pour monter de niveau. Yinso est déterminé à accomplir la mission à venir coûte que coûte. En arrivant dans la région du château, il est accueilli par le centurion Randé, qui lui demande s'il fait partie des renforts de la capitale. Le commandant lui dit que son timing est parfait, et qu'ils ont désespérément besoin de toutes les personnes qu'ils peuvent obtenir en ce moment. Le commandant explique que le nombre de morts-vivants envahisseurs augmente constamment. Yinso demande s'il en connaît la raison, et le commandant répond par l'affirmative. Il explique que lorsque la cloche sacrée de Ramazi sonnait dans la région du château, les morts-vivants envahisseurs étaient affaiblis, ce qui les rendait plus faciles à exterminer. Jusqu'à présent, le son de la cloche avait empêché les morts-vivants éloignés de s'approcher. Mais il y a peu de temps, la cloche a été brisée en morceaux. Le commandant ajoute qu'ils ont été pris par surprise et qu'ils renforçaient leur défense, mais l'ennemi a commencé à le sentir et s'approche lentement. Demande au commandant Randé si la cloche ne peut pas être réparée. Randé réalise soudain l'identité de Yinso et demande avec empressement s'il est venu de la part de Maître Digne, ce à quoi Yinso confirme qu'il a bien été envoyé par Digne, le maître de la tour des forgerons d'épée. Randé réprimande Yinso de ne pas le lui avoir dit plus tôt, déclarant qu'il l'attendait, et l'emmène rapidement voir le capitaine. Yinso rencontre le capitaine des chevaliers du château, Karl, qui demande si le grand Digne lui-même l'a envoyé. Randé le confirme, expliquant que Yinso souhaite voir la cloche Ramus en personne. Le capitaine Karl les informe que Digne a déjà jugé la cloche irréparable. Il explique que le seigneur a déjà fait plusieurs tentatives secrètes pour la restaurer, mais tous les experts ont dit la même chose. La cloche Rama brisée est désignée comme un artefact irréparable. Il ajoute qu'il reste une personne au château qui cherche un moyen de la réparer, mais tout est en vain. Randé se souvient que cette personne était de niveau 290, et pourtant cela s'est avéré impossible. Le capitaine Karl interroge Yinso sur ses capacités et demande des informations sur son niveau. Yinso répond qu'il est actuellement au niveau 13, ce qui choque énormément Randé. Le capitaine dit à Yinso qu'il ne souhaite pas le blâmer, lui qui est venu les aider, mais à son niveau, il serait sage de trouver un endroit où il peut vraiment apporter sa contribution. Le capitaine explique que la région du château est maintenant au bord de l'anéantissement, et lorsque l'armée principale des morts-vivants commencera à avancer, ce sera leur jour du jugement. Le capitaine affirme que c'est son devoir de protéger le seigneur et le peuple jusqu'au bout, et il doit faire son devoir. À ce moment-là, un soldat fait irruption, criant que les morts-vivants attaquent la muraille. Ce sont des ghouls, et une énorme horde d'entre elles se précipite vers eux. Il semble que le niveau des ghouls soit de 41. Le capitaine ordonne à ses hommes que la situation est critique et qu'ils doivent tenir les portes à tout prix. Il ordonne ensuite à Randé de le suivre, et dit à Yinso que tout ce dont ils ont discuté doit rester secret. Yinso pense que si c'est comme la guerre des orques, il peut gérer cette situation, alors qu'une nouvelle quête de guerre régionale commence, lui demandant de repousser les ghouls envahissantes et de défendre les portes. Des hordes de ghouls se précipitent vers les murs. Les soldats se battent férocement, et Randé explique que les monstres morts-vivants sont difficiles à tuer sans armes imprégnées de pouvoir sacré, ils doivent donc frapper le même endroit à plusieurs reprises. Randé regarde avec étonnement comment Yinso abat une goule d'une seule flèche dans la tête. Bien qu'il ne possède aucun pouvoir sacré, Yinso utilise la compétence de la flèche volante, qui transperce des rangées de ghouls d'un seul coup puissant. La flèche jaillit avec force, transperçant les corps des ghouls les uns après les autres. Les soldats acclament avec enthousiasme, tandis que Randé déclare qu'il les abattra tous, peu importe leur nombre. Yinso se dit que ce n'est pas aussi grave qu'il le pensait, et que si les choses continuent ainsi, ils réussiront à accomplir la mission. Un message système annonce le début d'une nouvelle histoire. Soudain, une nouvelle menace apparaît. Et une quête exigeant la défaite d'une goule de siège géante apparaît. Les soldats crient de terreur à l'apparition de la goule géante et réalisent qu'ils doivent appeler le capitaine immédiatement. Mais un autre soldat explique que le capitaine Karl est occupé à défendre la porte et n'a pas de force supplémentaire à offrir. Alors que le danger approche, Randé craint que la muraille ne cède. Yinso annonce qu'il va attirer l'attention du monstre un instant et saute du mur. Les soldats crient d'alarme, le prévenant que c'est trop dangereux seul. En bas, Yinso affronte la goule géante, esquivant habilement ses attaques et portant des coups de riposte. Yinso réussit à attirer l'attention de l'énorme bête, et Yinso pense qu'une fois qu'il l'aura abattue, les choses se passeront sans encombre. Il continue d'esquiver les attaques brutales de la goule, et décide qu'il doit d'abord l'éloigner aussi loin que possible du mur. Il se demande s'il a réussi à attirer toute son attention, mais la goule l'attaque soudainement avec une force écrasante. Yinso est surpris par l'immense vitesse de la bête. Pour prendre de la distance, il change son arme pour son arc et tire une flèche volante tout en glissant sur le sol. La flèche frappe directement la tête de la goule, mais la flèche rebondit, sans causer le moindre dégât, ce qui choque Yinso. La goule riposte avec une attaque féroce, faisant chuter les points de vie de Yinso en dessous de 10%. Un message système l'avertit que lorsque ses points de vie atteindront 0%, il sera déconnecté de force. Yinso hurle, refusant que cela se termine ainsi, mais il tombe au sol vaincu. Yinso se met à genoux, s'interrogeant sur l'absurdité du concept de déconnexion forcée. Il réalise que s'il ne parvient pas à terminer cet événement,
il ne pourra pas participer au tournoi d'arts martiaux de Goyard, et si cela se produit, les frais d'hôpital de son propre traitement, et la restauration de sa voie de forgeron deviendront tous impossibles. Il refuse de redevenir une personne désespérée, réalisant que ce jeu était sa seule chance de changer sa réalité. Avec détermination, Yinso déclare qu'il ne peut pas abandonner ici, quoi qu'il arrive. Il tire une autre flèche qui frappe la goule géante, qui hurle de douleur, mais le monstre riposte avec une féroce attaque sonique, faisant chuter les points de vie de Yinso en dessous de 3%. Malgré ses graves blessures, Yinso hurle qu'il n'abandonnera jamais et se prépare à tirer une autre flèche, affirmant que ce n'est pas encore fini, mais il est horrifié de découvrir que sa corde d'arc a cassé. La goule saisit l'occasion et lance une attaque dévastatrice, ramenant les points de vie de Yinso à un seul. Alors qu'il est au bord de la défaite, Yinso refuse d'abandonner de cette manière. En raison de sa persévérance absolue, un message système apparaît, annonçant qu'une condition spéciale a été remplie. Le message explique qu'avec des points de vie inférieurs à 5%, son fort désir et sa volonté ont satisfait aux qualifications du dieu de la forge, lui permettant d'acquérir une nouvelle compétence. Yinso acquiert la compétence forge divine d'urgence, grâce à laquelle il doit forger une arme en 20 secondes. Cette arme ne peut être utilisée que pendant 30 secondes. Yinso réalise que c'est sa chance. Le processus de forge divine d'urgence commence avec un compte à rebours de 19 secondes. Yinso sait que c'est sa dernière chance d'accomplir cette mission. Il sélectionne les matériaux et commence à forger l'arme avec une vitesse incroyable tandis que le compte à rebours se poursuit. Alors que le compte à rebours atteint 0, Yinso termine la fabrication d'une toute nouvelle épée et bondit à nouveau vers le monstre. Il pousse un cri de guerre, charge la goule géante et utilise la compétence d'épée faux de la mort. Pendant un instant, la goule géante se figea sur place, comme si le temps s'était arrêté autour d'elle, et il la transperce de sa nouvelle épée d'un seul coup fatal. La goule géante tombe vaincue, et Yinso, épuisé, observe la scène. Il sourit en signe de victoire, réalisant qu'il a réussi. Un message système annonce qu'il a éliminé la goule géante et a gagné une immense expérience, faisant passer son niveau à 38. Yinso pense avec soulagement que ce niveau est suffisant pour participer au tournoi. Yinso s'effondre d'épuisement tandis que Randé et les soldats se précipitent vers lui, l'appelant par son nom. Yinso se réveille plus tard pour se retrouver dans un lit, entièrement bandé. Il se redresse, se demandant combien de temps s'est écoulé, et s'enquiert du sort de la goule. Quand Yinso se réveille, il se retrouve entouré de soldats qui scandent son nom et le qualifient de véritable héros. L'un des soldats s'approche et le remercie, expliquant que c'était grâce à lui qu'ils avaient pu survivre à nouveau ce jour-là. Le capitaine Karl vient aussi le remercier, lui demandant comment il a fait. Yinso répond qu'il n'est pas sûr de savoir comment l'expliquer, et pense que toute explication qu'il donnerait semblerait incroyable. Le capitaine insiste pour qu'il ne soit pas si modeste, affirmant que c'est lui qui a mené la bataille d'aujourd'hui. Yinso réfléchit à sa stratégie. Il a réalisé que les ghouls, comme les fantômes, sont faibles face au pouvoir sacré. Cela lui a rappelé l'épée des 4 symboles. Une épée connue pour sa capacité à exorciser les mauvais esprits et à repousser les catastrophes. Grâce à ce que son père lui avait appris sur la restauration ce jour-là, il a pu redonner vie à cette épée. Yinso est reconnaissant que son plan ait fonctionné exactement comme il l'avait imaginé. Le capitaine Karl insiste pour le récompenser et lui donne un sac contenant 2000 pièces d'or, ce qui rend Yinso très heureux car cela équivaut à 2 millions de wons. Le capitaine Karl admet qu'il a mal jugé Yinso, pensant qu'il était comme le reste des étrangers. Le capitaine s'incline, lui demandant d'accepter ses excuses. Yinso le rassure en disant que tout va bien et le remercie de l'avoir reconnu, et à ce moment, leur affinité atteint son maximum. Ensuite, le capitaine Karl fait une demande formelle à Yinso pour réparer la cloche de Rama. Le capitaine explique qu'il a ressenti un pouvoir sacré dans l'épée que Yinso a utilisée plus tôt, et avec cette capacité, il croit qu'il peut le faire. Yinso s'excuse, disant qu'il apprécie ses paroles, mais qu'il doit se rendre au royaume de Goyard maintenant. Le capitaine Karl sourit, admettant qu'il avait oublié un détail important, Yinso est un forgeron. Il lui dit que le seigneur possède un métal légendaire, et que s'il répare la cloche, il pourrait le lui donner. Yinso est surpris par la mention d'un métal légendaire et devient intéressé. Le capitaine Karl l'emmène voir la cloche. Il révèle un tas de fragments dorés, expliquant que c'est la cloche de Rama. Yinso est choqué. La cloche n'est pas seulement cassée, elle est complètement brisée. Le capitaine lui demande s'il peut vraiment la refaire, et s'il peut y croire. Yinso admet que c'est pire que ce qu'il attendait, mais il pense qu'il doit y avoir un moyen. À ce moment-là, une femme s'approche d'eux et déclare froidement que la cloche ne peut pas être réparée. Elle ajoute que même à son niveau 290, elle ne peut pas le faire, et se demande comment il peut prétendre en être capable. Elle l'accuse d'être un imposteur. Plus tôt, une femme nommée Belle, ou chef d'équipe Kim, annonce qu'elle quitte la guilde. Le maître de la guilde du bouclier d'or, Krone, lui demande sous le choc pourquoi elle démissionne soudainement. Et si elle ne se soucie pas de tout ce qu'elle a construit jusqu'à présent, elle répond qu'elle est fatiguée maintenant. Krone essaie de la persuader de rester, disant que si elle peut faire venir le forgeron Éon cette fois, les choses iront mieux. Mais elle rétorque avec colère que c'est là le problème. Et lui demande comment ils peuvent offrir 500 millions par an à un joueur aléatoire. Krone soutient que le forgeron Éon a vendu sa première épée forgée pour 50 millions de wons et que s'ils peuvent le recruter, la guilde montera rapidement.
Belle rappelle à Krone que le forgeron qu'ils ont fait venir avant n'était qu'une source externe, et celui qui est venu après a pris la compte et s'est enfui. Elle ajoute qu'un autre forgeron a gagné à la loterie et a disparu, et continue d'énumérer les échecs. Belle lui demande d'arrêter, lui expliquant maintenant à quel point il est difficile de nettoyer tout ce gâchis, et insiste pour qu'il n'essaie pas de l'arrêter. Krone accepte à contre-cœur sa décision, mais lui assure qu'il lui gardera toujours une place si elle décide de revenir. La scène se déplace vers le château de Castle. Belle arrive et trouve le village en ruine, et se demande sous le choc comment un tel village a pu disparaître. Elle pense que c'est l'endroit qui lui a montré que les gens d'ici ne sont pas de simples personnages non-joueurs, mais de vraies personnes comme elle. Belle pense que s'ils pouvaient juste réparer la cloche de Rama, peut-être pourraient-ils arrêter toute cette destruction. Elle décide qu'elle doit aller vérifier la cloche à nouveau. Quand elle atteint la salle de la cloche, elle est surprise d'y trouver Yinso. Elle l'accuse d'être un imposteur. Yinso répond avec confusion, demandant qui elle est pour dire ça. Elle répond qu'elle est une forgeronne d'un rang bien plus élevé que le sien. Le capitaine Karl intervient et demande à tout le monde de ne pas se battre. Il présente Belle comme la forgeronne avancée qu'il a mentionnée plus tôt, et présente Yinso comme la personne qui a aidé à éliminer les ghouls. Le capitaine ajoute joyeusement que maintenant, en plus de cela, Yinso dit qu'il va réparer la cloche. Belle se demande sarcastiquement comment un joueur de niveau 38 a pu aider à éliminer les ghouls et prétend maintenant pouvoir réparer la cloche. Belle accuse Yinso d'essayer de profiter de la détérioration de la situation dans la région du château. Yinso lui demande froidement de quoi elle parle depuis son arrivée. Yinso l'ignore et commence à examiner les fragments de la cloche, se demandant s'ils ont changé d'une manière ou d'une autre. Une fenêtre système apparaît, confirmant que la cloche de Rama est imprégnée de pouvoir sacré, qu'elle est complètement détruite et que la réparation est impossible. Yinso en conclut qu'il n'y a aucune chance de réparation par des méthodes traditionnelles. Il prend ensuite un marteau et frappe l'un des fragments avec force. Belle hurle de terreur, lui disant d'arrêter. Yinso parle calmement et lui dit que c'est possible. Il explique que la restauration est possible. Belle lui demande avec colère s'il ne connaît pas la signification d'un artefact irréparable. À ce moment-là, un soldat se précipite dans la pièce en criant le capitaine et leur dit que les morts vivants affluent en nombre massif. Tout le monde est choqué. Une fenêtre système apparaît, et Yinso pense d'abord que c'est une nouvelle quête, mais il réalise que c'est une notification de mise à jour. La notification annonce que la mise à jour de la région du château a commencé, et qu'une fois la mise à jour terminée, la région mise à jour sera créée. Il réalise que la région est en train de se transformer en une terre de morts vivants. Belle croit que c'est la fin, mais Yinso la corrige, disant que s'ils fabriquent la cloche, ils peuvent l'arrêter. Belle qualifie ses paroles d'impossible, mais Yinso insiste sur le fait que c'est possible. Puis Yinso se tourne vers Belle et l'interroge directement sur la région du château. N'était-elle pas celle qui voulait la protéger? Belle admet que Yinso a raison, mais elle se demande comment faire. Yinso lui demande de le suivre, ajoutant les fragments de la cloche de Rama à son inventaire. Yinso déclare avec enthousiasme qu'ils protégeront cet endroit ensemble. Le capitaine Karl dit à Yinso qu'il compte sur lui pour réparer la cloche et qu'il les retiendra aussi longtemps que possible. Alors Yinso lui dit de le laisser faire. Le capitaine lève son épée et crie à ses hommes de ne pas perdre espoir et qu'ils se battront jusqu'au bout. Il les exhorte à tenir un peu plus longtemps, insistant sur le fait qu'ils doivent protéger Castle. Dans l'atelier du forgeron, Belle demande à Yinso ce qu'il va faire. Yinso explique que lorsqu'il a brisé le fragment plus tôt, le pouvoir sacré n'a pas disparu, ce qui signifie que le pouvoir est dans le matériau lui-même. Il prévoit de le faire fondre et de forger une nouvelle cloche, croyant que si la cloche est complète, le pouvoir sacré sera plus fort. Belle commente qu'elle n'a jamais vu une telle compétence auparavant, et Yinso répond qu'une compétence n'est pas toujours nécessaire pour réparer quelque chose. Le processus de fusion commence. Et Belle se demande avec étonnement s'il compte faire ça à la main à notre époque. Yinso lui demande pourquoi elle n'aide pas, expliquant qu'il ne peut pas le faire seul. Pendant ce temps, dans les bureaux des développeurs du jeu, un développeur observe le compte à rebours de la mise à jour de la région de Castle, avec moins d'une heure restante. Il déclare avec désespoir qu'ils sont dans le pétrin et que cette mise à jour est sur le point de partir en fumée. Un collègue lui demande pourquoi il grogne le jour de la mise à jour. Et Kim Ta-suk lui dit de regarder l'écran. Le collègue se demande s'il s'agit de ce joueur forgeron. Il affirme qu'un joueur ne peut pas le réparer, mais leur collègue féminine précise que Belle n'est pas une joueuse ordinaire. Le jour fatidique de la mise à jour de la région de Castle arrive, et la bataille s'intensifie. Karl crie des ordres d'arrêter les morts vivants et de les empêcher d'entrer. Ils se battent de toute leur force, haletant d'épuisement. Les soldats subissent des attaques brutales, et l'un d'eux tombe face à un énorme monstre, mais Karl intervient et tue la bête. Le capitaine Karl se précipite pour le vérifier et crie à ses hommes de tenir bon un peu plus longtemps. Il les exhorte à protéger Castle, l'endroit où ils sont nés et ont grandi toute leur vie. Au milieu du combat, l'épée du capitaine Karl commence à se fissurer. Il se demande avec désespoir pourquoi cela arrive maintenant. Alors que son épée est sur le point de se briser, un monstre se jette sur lui. Et le capitaine crie avec défi. Il maudit la situation, croyant que tout va se terminer comme ça. Soudain, un puissant tintement résonne à travers le champ de bataille. Les morts-vivants se serrent la tête et crient de douleur. Ils s'enflamment et tombent un par un, tandis que le son mystérieux de la cloche continue de se propager. L'écho de la cloche résonne dans toute la région,
et les forces de défense regardent joyeusement vers la source du son. Le capitaine Karl s'exclame joyeusement que la cloche de Rama a été réparée. Dans les bureaux des développeurs, l'un des développeurs recrache sa boisson sous le choc, incapable de croire ce qu'il voit. Dans l'atelier du forgeron, Yinso apportait les dernières touches à la cloche, et les développeurs se demandent s'ils ont vraiment réussi. Le développeur demande à son équipe, incrédule, s'il a perdu la tête. De retour à l'atelier, Yinso et Belle regardent le marteau utilisé pour le travail, et Belle demande comment ils ont réellement réussi à le faire. Au bureau, un développeur crie, demandant ce qui se passe et si la mise à jour a vraiment échoué. Kim Tae-suk explique que cet homme, Yinso, n'a pas dormi un instant depuis que le compte à rebours de la mise à jour a commencé il y a une semaine entière. Il est révélé qu'il y a 5 jours, Yinso s'est rendu directement à l'atelier du forgeron dans la région de Kazel, a rassemblé la main-d'œuvre de la ville et a commencé à réparer la cloche de Rama. Il a expliqué qu'il devait tout fondre jusqu'à ses matériaux de base, ou plus précisément, en extraire le pouvoir divin. Pendant que Yinso dessinait les plans, il a laissé Belle en charge de la gestion des ouvriers et de l'approvisionnement du champ de bataille. Après cela, Yinso a commencé le processus de forge divine personnalisée. Il prévoyait d'utiliser sa compétence pour maximiser le pouvoir de la cloche contre les morts vivants et les forces du mal, et d'ajouter une compétence capable d'infliger des dégâts directs. Il a crié aux ouvriers d'augmenter la chaleur du four, avec la volonté commune de protéger la région de Kassel. Tous ont travaillé vers un objectif unique. Yinso leur a crié de se concentrer et de ne laisser aucune impureté, tandis que les ouvriers étaient déterminés à faire tout ce qu'il fallait pour protéger leur patrie. Ils croyaient que cela imprégnerait la cloche d'un pouvoir divin encore plus grand. Les scènes montrent les jours qui passent, du 4e jour avant la fin, au 3e et au second, et enfin au dernier jour, où Belle continuait de veiller. Épuisée, Belle se réveille soudainement, se demandant quand elle s'est endormie. Elle voit la cloche achevée avec admiration, ne croyant pas que Yinso ait travaillé dessus pendant des jours sans relâche. Une fenêtre système apparaît devant elle, annonçant que son titre d'apprenti brille. Elle a été témoin d'un processus de fabrication réalisé par un maître forgeron, ce qui a augmenté l'efficacité de sa maîtrise avancée de la forge de 22%. Elle se demande, choquée, si ce jeune homme est vraiment un maître artisan. Yinso lui dit que le bruit devait être très fort, mais qu'elle a dormi profondément. Belle proteste, disant qu'elle n'est pas restée inconsciente si longtemps. Yinso la rassure en disant qu'ils sont aux dernières étapes et lui demande d'attendre. Belle lui demande soudain s'il est bien le forgeron. Yinso confirme son identité, puis pose sa main sur la cloche nouvellement achevée, qui brille d'une puissance immense et est marquée de son symbole spécial. Belle regarde la cloche achevée avec admiration, disant que la qualifier de belle ne lui rend pas justice. C'est un chef-d'œuvre magnifique. Une fenêtre système apparaît, expliquant qu'il s'agit de la 2e création personnalisée de Yin en cours, unique, avec une durabilité infinie. C'est un artefact reconstruit qui était irréparable. Belle se demande si c'est la raison de son pouvoir, admettant qu'elle n'a jamais vu personne réussir quelque chose de pareil auparavant. Soudain, Belle saisit fermement les mains de Yinso et lui demande avec empressement de rester avec elle à partir de maintenant. Yinso lui demande, confus, ce qu'elle veut dire. Se demandant s'il s'agit d'une déclaration d'amour, ce que Belle nie avec embarras. La scène revient au jour décisif de la bataille, où Yinso frappe la cloche nouvellement achevée. Des vagues d'énergie sacrée émanent de la cloche, anéantissant les hordes de morts vivants qui hurlent d'agonie en brûlant. Les soldats allaient en regardant la scène horrible. Un message système confirme que Yinso a créé une nouvelle cloche et éradiqué les morts vivants. Et qu'il peut maintenant empêcher la mise à jour et créer une nouvelle histoire. Yinso crie triomphalement qu'ils y sont parvenus, remerciant Dieu de ne pas être arrivé trop tard. Mais il s'effondre immédiatement, submergé par un état d'épuisement extrême qui le laisse stupéfait. Belle se précipite vers lui, lui demandant anxieusement s'il va bien, tandis qu'un message système annonce l'achèvement de la quête réparer la cloche de Rama. Un autre message indique que les récompenses ont été modifiées. Pendant ce temps, la nouvelle se répand rapidement dans toute la communauté des joueurs d'art. Quelqu'un demande si d'autres connaissent le forgeron Yin et publie un sujet intitulé « La raison de l'échec de la mise à jour de la région de Kassel », avec des photos de la tour avant et après la réparation de la cloche. Les joueurs reconnaissent le nom de Yin grâce à la première épée personnalisée de Yin et sont stupéfaits qu'il ait réparé la cloche de Rama. En conséquence, un grand nombre de joueurs commencent à suivre l'atelier de Yin. Yinso se réveille dans son lit au son de notifications continues, se demandant d'où vient tout ce bruit. Il voit que le nombre d'abonnés de son atelier a bondi à 101 655, et il est stupéfait, se demandant comment cela est possible. Yinso sourit, réalisant que c'était une bonne chose d'avoir gravé son nom Yin sur la cloche, car maintenant tous ceux qui visiteront la région de Kassel la verront. Quelqu'un frappe à la porte et demande la permission d'entrer. Le capitaine Karl entre avec enthousiasme, annonçant que le sauveur de leur région s'est réveillé. Il lui dit qu'il est venu avec l'approbation du Seigneur pour lui donner sa récompense pour la fabrication de la cloche, qui est de 330 000 pièces d'or. Yinso est stupéfait par le montant, qui équivaut à 330 millions de wons. Le capitaine ajoute que le sauveur mérite une récompense de ce calibre et lui présente une boîte, un cadeau du Seigneur lui-même. Yinso l'ouvre et y découvre le métal légendaire, l'oricalque. Yinso remercie le capitaine.
Le capitaine Karl insiste sur le fait que ce sont eux qui devraient le remercier, expliquant que contrairement aux autres étrangers, Yinso n'a pas abandonné leur région et les a protégés. Le capitaine exprime sa sincère gratitude. Yinso ressent la sincérité du capitaine et pense qu'il n'a fait que ce qu'il fallait faire, réalisant que le désespoir des gens dans Ar n'est pas différent de leur désespoir dans la réalité. Yinso prend alors congé du capitaine, expliquant qu'il doit retourner un moment là où il vivait, et le capitaine accepte immédiatement. Yinso décide qu'il est temps de récupérer son atelier et se déconnecte du jeu. Le capitaine et son collègue regardent l'endroit où Yinso a disparu, commentant que les étrangers sont un groupe étrange. Le lendemain à Gyeongju, Yinso rencontre l'investisseur immobilier Kang Yukso. Kang regarde son téléphone qui affiche un message indiquant que Yinso a déposé 330 millions de wons. Kang dit à Yinso qu'il l'a vraiment fait, exprimant son étonnement et sa profonde admiration. La scène remonte à un an auparavant. Yinso est assis avec Kang Yukso, qui examine les documents de propriété. Kang lui dit que le montant total s'élève à 330 millions de wons. Kang mentionne qu'il a entendu parler du grand incendie et rassure Yinso que le montant devrait être plus que suffisant pour les frais d'hôpital, l'encourageant à garder la tête haute. Alors que Kang s'apprête à partir, Yinso demande d'une voix hésitante s'il pourrait racheter l'atelier. Kang Yukso demande des précisions sur ce que Yinso vient de dire. Yinso répète sa question, expliquant que s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à réunir l'argent, Kang lui revendrait-il l'atelier? Kang lui conseille que racheter un atelier incendié ne serait qu'un gaspillage d'argent et qu'il ferait mieux d'en acheter un nouveau s'il en avait besoin. Yinso insiste sur le fait que ce doit être leur atelier, car l'endroit est rempli de souvenirs de son père. Kang y réfléchit, et décide alors d'accorder à Yinso un délai de grâce d'exactement 1 an. Cependant, il le prévient qu'à la seconde où l'année sera écoulée, il vendra la propriété au premier acheteur. Yinso le remercie chaleureusement, tandis que Kang lui dit qu'il attendra son appel. De retour au présent, relisant le message de dépôt, Kang réitère sa profonde admiration pour Yinso. Il admet que même si c'est lui qui a fait l'offre, au fond de lui, il savait qu'il demandait l'impossible. Yinso explique que la période d'1 an n'était qu'une estimation approximative, et que l'opportunité de vendre une telle propriété aurait pu prendre fin à tout moment. Mais Kang avait déjà tenu sa promesse. Yinso demande pourquoi Kang a été si gentil avec lui. Kang répond qu'il était la première personne à demander à racheter une propriété après l'avoir vendue. Il ajoute qu'il voulait juste encourager quelqu'un comme lui. Yinso remercie Kang à nouveau et se dit que grâce à lui, il n'a pas eu à abandonner l'atelier et qu'il doit lui donner quelque chose en retour. Yinso lui demande s'il connaît un jeu appelé Ar. Kang rit et répond que bien sûr, il le connaît. Qui n'en a pas entendu parler de nos jours? Yinso révèle qu'il est en fait forgeron dans Ar. Kang commente que c'est le travail parfait pour lui. Yinso propose de lui fabriquer un artefact en cadeau. Kang demande avec enthousiasme s'il peut lui fabriquer une pièce sur mesure, quels que soient les faits, le type ou le niveau. Yinso sourit et répond, bien sûr, promettant qu'il lui fera tout ce qu'il veut. Yinso entre dans une taverne, où Belle l'appelle pour qu'il s'assoie avec elle. C'est la première fois qu'ils se voient depuis l'incident des morts vivants. Belle se plaint de la difficulté à le trouver, et Yinso s'excuse, mais elle dit qu'elle plaisantait. Belle se présente correctement, expliquant qu'elle était la stratège en chef de la guilde du bouclier d'or et celle qui a fait de la guilde ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ajoute que ce jour-là, elle est devenue certaine d'une chose, que Yinso deviendrait un jour l'un des meilleurs joueurs. Par conséquent, Belle va droit au but. Elle lui dit que lorsqu'il créera une guilde, elle veut en être la première membre. Yinso lui rappelle en plaisantant qu'elle le traitait d'escroc l'autre jour. Belle s'excuse immédiatement, mais justifie sa position en disant que n'importe qui aurait mal compris dans cette situation. Yinso lui dit qu'il plaisantait, et qu'il a également hâte de travailler avec elle, et il se serre la main. Mais avant cela, Yinso décide de lui faire part de ses projets. Belle est choquée d'apprendre que Yinso va rencontrer le roi épée, Parade, l'une des 10 légendes. Yinso confirme qu'il participera au tournoi d'arts martiaux de Joyard, ajoute que le pain qu'il mange est délicieux et se demande si le gagnant recevra son prix de parade en personne. Belle confirme cela mais est inquiète, expliquant que ce tournoi est un rassemblement de jeunes talents venus de partout. Et ce n'est pas une blague. Yinso répond simplement que c'est précisément la raison pour laquelle il doit gagner. Belle se demande comment il peut dire ça si simplement, et s'il peut seulement goûter sa nourriture. Yinso la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il visera le sommet en utilisant sa spécialité, ce qui la laisse perplexe. Quand Yinso lui demande si elle va manger, elle répond qu'elle est rassasiée. Le jour du tournoi d'arts martiaux de Joyard arrive. Le chef du tournoi, Bayek, souhaite la bienvenue aux étrangers. Il annonce que le tournoi commencera dès qu'il descendra de scène et qu'ils affronteront tous des monstres sous peu. Il ajoute que même s'ils ne peuvent pas le voir, Sa Majesté, le roi Parade, les observe, ils doivent donc se comporter au mieux. Il leur souhaite bonne chance, et une fenêtre système annonce le début du tournoi. Dans l'arène, les participants affrontent les monstres. La première mission est de survivre à l'attaque du golem avec une limite de temps d'1 heure.
Les participants se ruent au combat avec enthousiasme, l'un d'eux s'attendant à ce qu'un golem soit le premier adversaire. Une fenêtre système annonce la première épreuve du tournoi. Quiconque tue le golem de pierre, niveau 109, recevra une récompense. Un participant est surpris par le niveau élevé du golem. Se demandant si c'était toujours aussi élevé et notant que le premier tour est censé être facile, un autre participant charge imprudemment, déclarant « premier arrivé, premier servi », mais est immédiatement écrasé par le golem, entraînant une déconnexion forcée. Les autres participants crient de terreur et tentent d'esquiver les attaques, mais ils tombent un par un et sont également déconnectés. Les participants crient de terreur, réalisant que cette situation est complètement différente des informations qu'ils avaient et se demandent comment ils sont censés vaincre cette chose. Yinso observe la situation, tandis que les autres joueurs maudissent leur malchance, réalisant qu'ils ont été trompés. Ailleurs, le chef du tournoi, Bayek, réalise que le tournoi a tourné à la catastrophe complète. Un golem de pierre du tournoi de haut niveau a été mélangé par erreur. Beck craint qu'à ce rythme, tous les participants au tournoi ne soient éliminés et décide qu'il doit voir sa majesté immédiatement. Beck se précipite dans la chambre du roi en criant « Votre majesté » et insiste sur le fait qu'ils doivent arrêter le tournoi maintenant. Mais le roi Parade rejette calmement sa demande. Beck demande avec confusion « Quoi ? Mais le roi l'interrompt, lui demandant s'il ne comprend toujours pas la situation. Le roi lui dit de regarder attentivement ce guerrier. Dans l'arène, Yinso tire une flèche lumineuse qui touche le golem de pierre. Il est révélé que c'est la troisième création personnalisée de Yinso, l'Aurical Kejisul, une flèche spéciale qui a la capacité de revenir à l'utilisateur après avoir été tirée. Les autres joueurs sont stupéfaits, se demandant comment une flèche peut revenir comme un boomerang. Yinso pense que cette flèche est la récompense qu'il a obtenue de la région de Kazel, et que c'est incroyable qu'elle soit faite du légendaire Auricalque, fonctionnant aussi bien que prévu. Yinso tire à nouveau la flèche, touchant le golem. En revenant, la flèche manque de peu un autre joueur, qui crie à Yinso de faire attention à moins qu'il n'essaie de le tuer, et Yinso s'excuse immédiatement. Suite au coup, le golem de pierre est étourdi pendant 4 secondes. Les joueurs crient que le golem est étourdi et que c'est leur chance d'attaquer. Les joueurs lancent un assaut général, mais le golem récupère et rugit de colère. Il commence à attaquer violemment, et les joueurs crient et se préviennent mutuellement. Le golem continue son saccage aléatoire et se dirige vers Yinso, tandis qu'un joueur crie qu'ils n'ont qu'à tenir un peu plus longtemps et ce sera fini. Et un autre crie à Yinso de courir. Les joueurs subissent le coup et luttent pour rester en vie. Au dernier moment, Yinso change son arme pour son épée du jour, déclarant que ce n'est pas encore fini. Il bloque le coup massif du golem, mais la force de l'impact le projette au sol. Beck supplie le roi Parade, disant qu'ils doivent arrêter le tournoi maintenant, soulignant que le participant semble avoir atteint sa limite. Le roi observe avec intérêt, et soudain, quelque chose d'inattendu se produit et attire son attention. Dans l'arène, bien qu'étant tombé, Yinso utilise à nouveau la compétence de fabrication divine d'urgence. Le processus de fabrication s'achève, donnant naissance à la rosée de laine de Damas, une arme spécifiquement conçue pour fendre la pierre. D'un seul coup puissant, Yinso défait avec succès le golem de pierre. Le Woldu de Damas disparaît car c'était une création d'urgence, tandis que Yinso reçoit un flot de notifications de montée de niveau. Yinso est stupéfait de réaliser que son niveau a augmenté de 14, tandis que les autres joueurs le regardent avec incrédulité, se demandant comment il a réussi à le vaincre. Yinso leur demande, confus, s'ils n'étaient pas censés le vaincre. Les joueurs répondent que la mission était de survivre, alors comment aurait-il pu vaincre un monstre avec un tel écart de niveau? Ils expliquent que l'épreuve se compose de 3 étapes, et que l'apparition de ce golem avait déjà perturbé l'équilibre. Il n'était pas là pour être vaincu. Yinso comprend maintenant la situation. Soudain, Yinso est pris d'un vertige extrême et perd connaissance. Les autres joueurs se rassemblent autour de lui, se demandant s'il s'est évanoui, et remarquent qu'il n'a pas été déconnecté. Il commence à discuter du nombre d'armes qu'il a utilisées, pensant d'abord qu'il était polyvalent, mais réalisant maintenant qu'il est un maître des armes, et souhaite n'avoir qu'une seule de ces incroyables armes. À ce moment-là, Beck annonce à tous les participants qu'en raison d'une erreur de l'organisateur, le tournoi d'arts martiaux sera suspendu, et leur ordonne à tous de partir. La nouvelle de l'exploit de Yinso se répand rapidement en ligne, des milliers de personnes regardant une diffusion en direct de lui inconscient dans l'arène. Les spectateurs se demandent comment il a réussi à vaincre le golem de pierre seul et demandent des informations sur son arc et sa flèche. Quelqu'un remarque que Yinso a laissé tomber sa flèche, et en zoomant, il voit le nom Yin gravé dessus. Les spectateurs le relient immédiatement au Yin qui a créé la cloche irréparable dans la région de Kazel. Ils sont stupéfaits, se demandant comment un forgeron pouvait être si puissant et s'émerveille devant son équipement supérieur. Dans les bureaux de la BOLD Company, l'équipe du service client fait face à un déluge de demandes concernant la suspension du tournoi. Le personnel ne peut pas fournir de réponse claire, se contentant de déclarer que c'était une décision prise par la volonté libre d'Arès, ou que cela concernait un problème interne au royaume de Joyard, et il s'excuse auprès des clients à plusieurs reprises. Au département de développement, une employée dit à son chef d'équipe qu'il y a un gros problème. Il lui dit qu'il est occupé pour l'instant. Elle l'informe que le tournoi d'arts martiaux de Joyard a été suspendu,
et il répond avec nonchalance qu'il savait que cela arriverait. L'employé crie que ce n'est pas le problème, mais que le roi Parade a convoqué l'utilisateur Yinso. Le chef d'équipe est choqué. Se demandant comment ils pouvaient se rencontrer si vite alors que les arrangements du tournoi demandent encore du temps, l'employé confirme que Yinso est en route pour la salle de réception maintenant. Le chef d'équipe réalise qu'il est en difficulté et qu'il va encore travailler toute la nuit. Il commente que cet utilisateur défie toute logique et que ses actions sont imprévisibles. Il se demande ce qui se passera si Yinso réussit la requête de Parade et que leur affinité atteint son maximum. Il conclut que dans ce cas, Yinso maîtrisera l'art de l'escrime du roi épée et deviendra le forgeron le plus puissant de tous les temps. Le chef d'équipe des développeurs commente que ce ne sera pas facile, car la décision repose sur la volonté libre de Parade. Sa collègue exprime le sentiment que Yinso réussira, ce qui inquiète le chef d'équipe, qui lui demande de ne pas dire de choses aussi de mauvais augure. Le lendemain, dans le jeu, Yinso est escorté jusqu'à la salle du trône. Pensant qu'il rencontrera Parade plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Yinso s'agenouille devant le roi Parade, qui s'adresse à lui en l'appelant étranger. Parade explique que normalement le prix aurait été présenté devant tout le monde, mais il lui demande sa compréhension pour simplifier les choses en raison de l'incident inattendu. Il ajoute que tout le monde reconnaîtra sa performance remarquable en tant que maître des armes hier. Le roi offre à Yinso une récompense monétaire de 13 000 pièces d'or. Mais Yinso se lève soudainement et interrompt le roi, disant « Votre Majesté, j'ai entendu dire que vous me cherchiez. » Les gardes du roi sont enragés par son insolence, estimant qu'une telle arrogance ne peut être tolérée, quelle que soit la rareté du guerrier, et se demandent comment il ose parler alors que sa majesté n'a pas fini de s'exprimer. Yinso répond calmement, annonçant qu'il est Yin le forgeron. La colère des gardes grandit, et ils se préparent à le faire partir immédiatement, mais le roi Parade leur ordonne d'arrêter, confirmant que Yinso est l'invité qu'il attendait. Yinso salue formellement sa majesté le roi Parade. Parade, l'une des 10 légendes d'Arès, lui dit qu'il a pris son temps. Yinso répond que la route ici était difficile. Parade lui demande s'il sait pourquoi il a été convoqué. Yinso devine que c'est pour lui commander de forger une épée, ce que le roi confirme. Parade explique que même le meilleur forgeron du royaume, et même Tank, le maître de la tour des épées, ont échoué à cette tâche. Pour cette raison, il veut savoir ce qui rend Yinso digne de confiance. Sous une immense pression, Yinso répond qu'il n'a qu'une seule chose. Il est venu jusqu'ici ne croyant qu'en sa propre compétence. Le roi Parade rit bruyamment, impressionné par l'audace de l'étranger. Le roi décide de parier sur la confiance de Yinso et ordonne à ses hommes d'apporter ce qu'il a préparé. Un coffre brillant est présenté devant Yinso. Le coffre contient du fer froid centenaire, un minerai spécial qui a absorbé le froid pendant 100 ans et possède une résistance au feu ainsi que des propriétés de glace. Yinso regarde la médaille avec étonnement, pensant qu'elle semble tout droit sortie d'un roman d'arts martiaux. Parade précise sa demande. Il veut une épée de grade épique ou supérieur qui émane du givre. Il promet que s'il est satisfait, il lui accordera tout ce qu'il désire. Mais il le prévient que s'il est déçu, il ne mettra plus jamais les pieds dans le royaume de Joyard. Une fenêtre de quête apparaît, intitulée la commission du roi, qui requiert la reconnaissance du roi. La récompense est l'accomplissement d'une demande de Parade. Et la pénalité en cas d'échec est l'expulsion du royaume de Joyard. Yinso accepte la quête, promettant qu'il ne décevra pas le roi et qu'il réussira sûrement. Plus tard dans l'atelier du forgeron, Yinso sent sa nuque brûler sous l'intensité du regard dirigé vers lui. Il se tourne pour voir une femme le regarder. C'est Bella, la vice-capitaine des chevaliers du royaume de Joyard, et son niveau est de 301. Yinso se dit que même s'il est un étranger, lui poster une garde de manière aussi flagrante est excessif, mais il se ravise. Considérant qu'il est naturel qu'il ne lui fasse pas facilement confiance. Bella lui dit de faire comme si elle n'était pas là et de se concentrer sur son travail. Yinso lui demande avec un sourire sarcastique si son regard est si évident, et elle répond « oui ». Bella se dit pour qui ce jeune homme se prend. Se souvient que son Altesse a mis sa dernière chance sur eux et jure qu'il ferait mieux de ne pas échouer. Yinso ressent l'immense pression qu'elle lui met. Soudain, une sonnette retentit dans le jeu, intriguant Yinso. Il s'excuse auprès de Bella, expliquant qu'il semble que quelque chose se soit passé dans son monde réel, et lui demande si elle voit un inconvénient à ce qu'il s'absente un instant. Yinso se réveille dans sa capsule dans le monde réel et va ouvrir la porte. Il est surpris de voir la propriétaire. Yinso lui demande la raison de sa visite. La dame lui dit qu'elle a décidé de vendre la maison, expliquant que son mari est récemment au chômage et qu'ils doivent arranger les choses, et elle s'excuse auprès de lui. Yinso lui dit de ne pas s'excuser, estimant que c'est lui qui devrait être désolé d'avoir loué l'endroit moins cher que le prix du marché. Ayant été en retard pour le loyer plusieurs fois. Il lui demande quand il doit partir, et elle lui dit qu'elle aura besoin qu'il quitte les lieux dans les 2 semaines. La dame se sent honteuse devant lui, mais il lui demande de ne pas dire cela, l'assurant qu'il a bien vécu ici et s'incline respectueusement devant elle. Après son départ, Yinso se répète la date limite. 2 semaines. Yinso se sent épuisé. Il pense que bien qu'il ait gagné une bonne somme d'argent dans Ari, les frais d'hôpital de son père ont coûté des dizaines de millions. Et le rachat de l'atelier brûlé lui a coûté 330 millions de wons.
De plus, il n'a même pas commencé ses propres traitements pour brûlure. Il erre dans le désespoir. Où est-il censé aller maintenant? À ce moment-là, son téléphone sonne. L'appelant est Kim Hyo-in, Belle. Quand il répond, Belle lui demande ce qu'il fait et lui dit qu'elle a une bonne idée concernant la quête, c'est pourquoi elle a appelé. Yinso lui demande de le rappeler plus tard, expliquant qu'il a l'esprit un peu préoccupé en ce moment. Belle lui demande si quelque chose ne va pas. Yinso lui dit que la quête de Parade est importante, mais qu'il doit soudainement déménager de chez lui dans 2 semaines. Belle lui rappelle avec colère l'importance de cette quête. Elle lui dit qu'elle en attend 2 résultats principaux. Belle explique qu'en ce moment, les gens se disputent pour savoir si le champion du tournoi d'arts martiaux de Joyard et le forgeron nain sont la même personne. Elle lui suggère de ne pas le clarifier pour l'instant, et quand il révélera son chemin plus tard, ce sera explosif. Elle ajoute qu'il a reçu la commande de forger une épée de la part de Parade, l'un des PNJ les plus influents d'art. Elle lui demande d'imaginer Parade révélant une nouvelle épée gravée du nom de Yin. C'est à ce moment-là que sa valeur montera en flèche, c'est pourquoi elle a dit qu'elle le soutiendrait. Yinso la remercie, disant qu'elle lui a fait retrouver ses esprits, et promet qu'il fera de son mieux. Yinso retourne dans le jeu et trouve Bella, lui criant dessus avec colère. Bella crie sur Yinso, lui demandant pourquoi il ne revient que maintenant, et il demande, confus, ce qui s'est passé. Bella lui dit que Sa Majesté, Parade, a été piégée dans le nid du dragon. Yinso demande, choqué, où le roi Parade est piégé. Puis demande l'emplacement exact du nid du dragon. Bella demande, incrédule, comment il peut être surpris alors qu'il ne sait même pas où c'est, et Yinso répond qu'il pensait devoir au moins faire semblant d'être surpris. Bella lui dit que le temps presse, et explique rapidement. Elle précise que le nid de flamme est le nom général de la région des monstres de type feu. Parmi eux se trouve le donjon des frites. Un endroit d'où personne n'est revenu vivant, à l'exception de Sa Majesté le roi, Parade. Yinso se demande pourquoi le roi entrerait dans un donjon qu'il a déjà visité, surtout qu'il n'a pas encore reçu l'arme qu'il lui a commandée. Bella répond que c'est parce que la cible de vengeance de Sa Majesté s'y trouve. Yinso est surpris d'entendre les mots « cible de vengeance ». La scène se déplace vers le nid de flamme, où le roi Parade arrive, souffrant de ses blessures. Il regarde la porte devant lui, réalisant qu'une fois qu'il la franchira, tout commencera. Il pense que même son épée actuelle ne suffira pas. Il se sent soulagé que ses hommes aient pu s'échapper en toute sécurité. Mais il sait que les renforts mettront au moins 3 jours à arriver. Il sourit amèrement, admettant qu'il aurait peut-être dû attendre que l'étranger finisse l'épée. Un triste souvenir s'insinue dans son esprit, et il souhaite que son fils Ban soit encore en vie. Il aurait eu à peu près le même âge que ce jeune homme, Yinso. Il se souvient comment son fils est mort dans ses bras, l'appelant « père ». Dans ce souvenir douloureux, Parade demande à son fils comment il est venu ici sans le lui dire. Ban répond qu'il pensait que s'il conquérait ce donjon, il deviendrait enfin un fils dont son père pourrait être fier. Mais il réalise maintenant qu'il était trop faible et s'excuse. Parade crie à son fils qu'il n'a pas besoin de s'excuser et lui dit de s'accrocher à la vie, mais Ban s'excuse à nouveau auprès de son père, puis rend son dernier souffle dans ses bras, laissant Parade bercer son corps sans vie dans le désespoir. Dans le présent, Parade décide qu'il aurait été préférable d'attendre l'épée de l'étranger, mais il ne peut pas laisser Ifrit s'échapper. Il l'a attendu pendant des années et est déterminé à l'éliminer. Puis Parade marche d'un pas ferme vers la porte ardente du donjon. Bella explique que depuis la mort du prince, Sa Majesté a tout tenté pour traquer Ifrit, mais Ifrit ne s'est pas révélé si facilement. Elle ajoute que ce pourrait être la dernière chance de Sa Majesté. Bella admet franchement qu'elle a du mal à faire confiance à un étranger comme Yinso, mais elle ajoute que si Sa Majesté lui a confié cela, il doit y avoir une raison. Puis Bella s'incline devant lui et, en tant que chevalière du royaume de Joyard, elle le supplie de sauver Sa Majesté. Une nouvelle quête d'urgence apparaît, intitulée « Une épée qui peut sauver le roi ». La quête exige d'accepter la requête de Bella, la récompense étant une augmentation de sa confiance et la pénalité en cas d'échec étant la mort de Parade. La mission est de forger une lame capable de le sauver. Yinso pense à l'histoire tragique de Parade. Il se souvient comment, ce jour-là, lui aussi a failli tout perdre dans les flammes. Il se demande s'il aurait pu passer à autre chose s'il avait perdu sa famille comme Parade. Avec une ferme résolution, il dit à Bella qu'il fera tout ce qu'il peut. Yinso se met immédiatement au travail dans l'atelier, martelant le métal avec enthousiasme, puis le plongeant dans l'eau. Il pense qu'on dit que la chaleur d'Ifrit peut faire fondre même les armes de grade unique. Il en conclut qu'il devra forger une arme qui surpasse le grade unique. Il décide de se concentrer sur l'effet de la pierre gelée, qui est insoluble. Alors qu'il travaille, une fenêtre système apparaît, lui disant que sa compréhension du fer froid centenaire s'est approfondie. Un autre message apparaît, annonçant que l'esprit du forgeron a été activé. Le message explique que, pendant qu'il forgeait cette lame, Yinso s'est plongé dans le travail plus que quiconque. Sa passion, sa détermination et son empathie l'ont poussé dans un état de concentration complète. En conséquence, le système annonce que la première épée de grade légendaire de Yin est en train d'être forgée. Une lumière brillante émane de l'atelier, et Bella se demande si c'est terminé. Yinso se tient debout, tenant la nouvelle épée brillante,
et déclare qu'il est temps d'aller sauver Sa Majesté le roi Parade. Pendant ce temps, dans le nid de flammes, Parade hurle de douleur alors qu'il encaisse un coup violent. Il tombe à genoux, déterminé à en finir aujourd'hui. Le chef du nid de flammes, Efrit, de niveau 409, apparaît devant lui. Parade crie le nom d'Efrit, qui se moque de lui, disant qu'il n'a aucune idée du temps qu'il a attendu pour le rencontrer. Puis ils se chargent l'un l'autre dans une bataille épique. Et Ifrit pousse un rugissement assourdissant. La féroce bataille entre le roi Parade et Ifrit continue. Parade bloque les violentes attaques enflammées d'Ifrit, mais la puissance immense d'Ifrit le submerge. Parade est surpris de voir que l'épée d'Efrit est formée de pure flamme, et une série de coups violents qu'il ne peut bloquer suit. Efrit crie de triomphe et déchaîne une vague de ses flammes. Forçant Parade à battre en retraite dans la douleur, Ifrit rit triomphalement, tandis que Parade s'agenouille, vaincu, et maudit la situation, croyant que tout s'est soldé par un échec. Ifrit se prépare à porter le coup final. Et lance sa lance vers Parade. Une énorme épée glacée apparaît de nulle part, stoppant l'attaque d'Ifrit. Yinso et Bella sont arrivés juste à temps. Bella crie au roi Parade et lui dit d'utiliser la nouvelle épée. Parade saisit la nouvelle épée brillante qui a été lancée devant lui. Une fenêtre système apparaît, affichant les détails de l'épée personnalisée de Yin pour Parade, légendaire. L'épée possède d'incroyables capacités spéciales. Plus 343% de résistance à l'attribut feu, plus 194% de puissance d'attaque avec l'attribut glace et une augmentation massive de plus 397% de puissance d'attaque d'attribut glace contre les monstres de feu. Elle possède également une compétence active appelée fleur de givre. Yinso demande au roi d'essayer de l'utiliser. Parade saisit l'épée, qui brille d'une puissance glaciale. Parade déclenche la compétence fleur de givre, et une puissante vague de glace déferle sur le champ de bataille, gelant les attaques enflammées d'Ifrit. Ifrit hurle de douleur alors que le pouvoir glacial de l'épée contrecarre sa chaleur. Parade déclare que c'est terminé. Parade s'élance, et son épée de glace entre en collision avec le corps enflammé d'Efrit et le brise. Efrit est choqué, et Parade poursuit son attaque. Parade réussit à porter le coup de grâce, vainquant Efrit. Une fenêtre système annonce qu'il a vaincu le monstre boss. Parade pousse un soupir de soulagement, croyant qu'ils ont enfin réussi. Mais soudain, le corps d'Efrit commence à luire et à exploser. Yinso se demande ce qui se passe. Bella réalise que certains monstres s'autodétruisent avant de mourir. Parade est pris dans l'explosion massive qui détruit tout le donjon. Bella crie au roi Parade de sortir immédiatement, le mettant en garde contre le danger. Mais Parade lui ordonne de rester, considérant cela comme un ordre royal. Il regarde un médaillon avec une photo de son fils et pense qu'il veut en finir ici. Bella se sent désespérée. Elle sait qu'elle doit sauver Sa Majesté. Mais il lui a ordonné de ne pas venir. Elle se demande, confuse, ce qu'elle doit faire. Yinso s'avance seul et lui dit qu'il va chercher Sa Majesté. Il utilise la compétence fabrication divine d'urgence pour créer un bouclier résistant aux flammes. Yinso entre dans l'enfer ardent et appelle Sa Majesté le roi, Parade. Le roi lui ordonne de revenir, disant qu'il a fait plus que sa part. Yinso refuse de partir, insistant sur le fait qu'il est venu ici pour l'accompagner et qu'il ne partira pas. Yinso lui demande si sa décision est due à la personne dans le médaillon. Le roi confirme, admettant qu'à cause de lui, son fils a quitté ce monde, et se demande avec quel visage il peut continuer à vivre. Yinso lui demande s'il pense que la personne dans le médaillon serait heureuse de cela. Parade devient furieux, criant à Yinso qu'il n'ose pas parler et que personne ne peut connaître ce sentiment, le chagrin de perdre un enfant à cause de lui. Parade attrape Yinso par le col et lui crie comment il ose même en parler. Yinso admet qu'il ne connaîtra jamais cette douleur spécifique, mais il clarifie que lui aussi a failli perdre un membre cher de sa famille, révélant que son père est dans le coma. Yinso dit au roi qu'il priait tous les jours pour que son père ouvre les yeux, mais maintenant il est simplement heureux que son père soit en vie, de quelque manière que ce soit. Il lui assure que c'est ce que son fils doit ressentir aussi. Parade étreint Yinso en pleurant, lui demandant de laisser son fils partir en paix. Le roi voit une vision de son fils souriant et s'excuse auprès de lui à plusieurs reprises, admettant que son père insensé avait tort. Yinso lui chuchote à l'oreille qu'il doit vivre, et lui demande, ne devrait-il pas devenir un père dont son fils pourrait être fier? Le roi Parade est d'accord avec lui, disant qu'il ne devrait pas être un père honteux. Le roi Parade sourit et dit à Yinso de partir. Ils émergent des flammes qui s'effondrent, et Bella se précipite vers eux en criant, « Étranger, Sa Majesté va bien ?» Yinso la rassure en disant que Sa Majesté va bien. Alors qu'il lui dit qu'il reviendra bientôt, un message système apparaît, annonçant que ses points de vie ont atteint 0 et qu'il sera déconnecté de force. Yinso la rassure en disant que les étrangers ne meurent pas, puis disparaît. Bella regarde, choquée, tandis que le roi Parade s'effondre dans ses bras, murmurant que le garçon l'a sauvé. Bella crie le nom de Sa Majesté et lui dit de reprendre connaissance. Parade perd connaissance avec un sourire sur le visage. Yinso se réveille dans le monde réel, et un message système apparaît, indiquant qu'en raison de la pénalité de déconnexion forcée, son niveau a diminué d'1.
Il regarde ses mains bandées les larmes aux yeux et jure à son père qu'il ira de l'avant.